Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très précis mais très en dehors de l'entraînement pur et dur et qui est d'actualité. On va parler d'une course en particulier, vous le savez déjà, pas la peine de tourner autour du pot. Il s'agit d'une de mes courses préférées, peut-être même ma course préférée à l'heure actuelle. On parle de Marseille-Cassis. Évidemment, je vais vous dire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop, voire pas du tout peut-être, je vais vous décrire ce que c'est Marseille-Cassis, je vais vous dire ce que c'est, même si le titre de cette course est plutôt explicite. Marseille-Cassis, ça consiste à faire Marseille-Cassis en course à pied. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu des origines de la course, de son évolution au fil des années. Ça va être assez court je pense, mais je vais vous faire un petit topo là-dessus. Ensuite, je vais surtout vous parler de mes expériences sur cette course parce que j'ai plusieurs éditions à mon actif. Et je vais vous parler bien évidemment de l'édition à venir puisque je vais y être. Et c'est d'ailleurs le moteur de l'épisode d'aujourd'hui puisque je vais faire cette édition que je suis très content d'avoir l'occasion de faire. Je vais remettre dans son contexte cette année-ci. Voilà, on va parler de tout ça. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas faire un épisode de 2h30, mais je garantis rien. Évidemment, au fil de l'épisode, je vous mettrai pour ceux qui sont sur YouTube, bien sûr, je vous mettrai des illustrations, des photos de tout ce que je peux vous mettre. Alors juste pour info, aujourd'hui je vais m'appuyer sur quelques documents. Alors je vais m'appuyer sur le site de Marseille-Cassis, je vais m'appuyer sur la page Wikipédia de Marseille-Cassis, mais je vais aussi utiliser un petit peu un livre que j'ai acheté en 2019 sur le salon de Marseille-Cassis, qui s'appelle Tous Fada de Marseille-Cassis 1979-2019. C'est un très beau livre que j'ai acheté donc sur le salon à l'époque, qui m'a vraiment fait de l'œil. Il y a beaucoup de photos dedans, mais il y a aussi beaucoup de textes. C'est ce que j'appelle un beau livre, parce que c'est un livre d'un assez grand format, avec beaucoup de belles photos quand même aussi. Ça balaye toutes les années de Marseille-Cassis, ça explique ses origines et son évolution. Ça va jusqu'en 2019, vu qu'il est sorti cette année-là. C'est un livre de 160 pages environ, et c'est un très beau livre, si ça vous intéresse. Je pense que vous pouvez sûrement le trouver encore en achat. C'est un très beau livre pour ceux qui aiment cette course. Donc je vais m'appuyer un petit peu sur certaines infos qui sont là-dedans. Mais d'abord, Marseille-Cassis, je vais vous lire l'à-propos qui est sur le site marseillecassis.com, là où on peut s'inscrire, qui s'intitule « Il était une fois ». De l'Orange Vélodrome en direction de Cassis, en passant par la Gineste, ce sont plus de 20 000 coureurs venus des 4 coins du monde qui prennent le départ de Marseille-Cassis, traditionnellement organisé le dernier dimanche du mois d'octobre. Créé en 1979 par André Giraud, tombé sous le charme d'un paysage à couper le souffle, Marseille-Cassis accueillit à peine plus de 700 coureurs au départ de la première édition organisée le dimanche 28 octobre 1979. Cette course où règne l'esprit populaire et convivial n'a eu de cesse d'accueillir chaque année de plus en plus d'adeptes. Ils sont désormais près de 30 fois plus nombreux en l'espace de 4 décennies. Chaque année, les nombreux accros du chrono ou simples coureurs de loisirs, anonymes ou coureurs de haut niveau, sont au départ pour se lancer sur ce parcours atypique de 20 km au cœur du parc national des Calanques, lové entre la rade de Marseille et la baie de Cassis. Espace d'une exceptionnelle beauté, les Calanques sont aussi le domaine d'une biodiversité à la fois riche et fragile. Courir en ces lieux est une invitation au plus grand respect de la nature et à l'adoption des gestes les plus vertueux. Véritable rendez-vous populaire à l'esprit de fête, Marseille-Cassis est devenu au fil du temps un événement incontournable, faisant à la fois partie du patrimoine local, mais dont la renommée et la reconnaissance s'étendent à l'international. En famille et entre amis, dans un esprit où s'associe à la fois solidarité et compétition, couru de 18 à plus de 80 ans, réunissant hommes et femmes venus de tous horizons professionnels, l'événement est aujourd'hui un grand rassemblement multiculturel et intergénérationnel. Derrière la face visible de Marseille-Cassis, co-organisée par la SCO Sainte-Marguerite et la ville de Cassis, ce sont près de 800 bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre et ne ménagent pas leurs efforts pour faire de l'événement une réussite. Sur tous les fronts et à tous les postes, hommes et femmes de tous âges s'activent en amont, pendant et après la course, afin de coordonner les nombreux secteurs de la manifestation. De la sécurité au ravitaillement, en passant par les vestiaires ou bien encore la distribution des dossards et au départ comme à l'arrivée, les bénévoles sont l'une des grandes forces sur laquelle s'appuie Marseille-Cassis. La longévité de Marseille-Cassis dans le paysage de la course à pied réside dans la passion qui anime coureurs, bénévoles, organisateurs et le soutien accordé par ses partenaires pour faire de Marseille-Cassis la plus incontournable des courses sur route. Voilà, pour nous mettre dans l'ambiance un petit peu, ce topo qui est plutôt sympa, qui transpire la passion et qui met l'accent aussi sur l'organisation et les bénévoles, donc c'est très sympa. Voilà, ça c'était le petit résumé qui est sur le site de Marseille-Cassis. Et donc qui permet de se rendre compte de quoi on parle déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas peut-être, et de ce que c'est Marseille-Cassis.
Donc comme on vient de le voir, Marseille-Cassis a été créé en 1979 avec environ 700 participants à l'époque. Et donc justement, je peux revenir là-dessus sur un petit bout du livre que j'ai. C'est que cette première année-là, il y a 940 inscrits sur la course, mais il n'y aura que, entre guillemets, 740 finishers sur la ligne d'arrivée à Cassis. Alors si je reviens un petit peu avant de vous parler de cette première édition, il faut savoir que Marseille-Cassis a un passé avant sa propre naissance, en fait. Donc là, je récupère un petit bout de paragraphe où il est écrit qu'en 1927 a lieu la course pédestre Cassis-Marseille, organisée par le journal Les Sports de Provence. On l'a aussi baptisé le Challenge Calendal, du nom de l'humble pêcheur d'anchois de Cassis, imaginé par Frédéric Mistral. 22 km sont à parcourir jusqu'au vélodrome Jean Bouin à Marseille, par les allées du Prado et du parc Borély. Donc première édition en 1926, je vous avais dit 1927, c'est 1926. On relève 66 engagés, puis 45 l'année suivante et 31 la troisième. Toutes sont remportées par un seul homme, Guillaume Tell, pensionnaire du Massilia Club, sélectionné aux Jeux Olympiques de 1924 et de 1928. Et donc bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que là on parle de Cassis-Marseille, et donc sur ce format-là, la Gineste c'est une descente. Et on nous parle aussi des pavés à partir de Sainte-Marguerite qui sont particulièrement redoutés. Donc techniquement, Marseille-Cassis, d'une certaine façon, existait déjà à l'époque, même si donc la naissance de Marseille-Cassis, on la doit à André Giraud en 1979. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette création, parce qu'il y a un certain nombre de choses à dire déjà. Il faudrait présenter André Giraud. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a commencé la course à pied très tôt. Enfant des quartiers nord de Marseille, licencié à Saint-Mauron, comme tous ses collègues, il court certes, mais derrière un ballon. Dans les années 60, les crosses sont en vogue, notamment celui de l'Humanité qui jouit d'une grande notoriété. L'épreuve réunit de grands champions des pays de l'Est et de simples amateurs, sélectionnés à l'issue d'épreuves éliminatoires. La formule a du succès dans la ville natale de Jean Bouin, triple vainqueur du Cross des Nations, médaillé d'argent olympique, recordman du monde de l'heure et héros de la Première Guerre mondiale, mort au champ d'honneur. André, lui, régulièrement aligné dans les rues des quartiers marseillais, a plutôt en tête les exploits de Michel Jazy, médaillé d'argent du 1500 mètres aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. L'élève est doué, sans forcer, il se retrouve sélectionné pour la grande finale parisienne du Cross de l'Humanité. L'information reliée dans le quotidien local est suivie avec intérêt par son prof de gymnastique qui lui demande de s'engager dans un challenge scolaire. Tous les élèves des lycées de Marseille doivent effectuer une boucle de 4 km au départ du stade Vélodrome. André s'impose dans sa tranche d'âge. Alors si j'avance un petit peu, André veut devenir professeur de sport, aspiration contrariée par une myopie qui lui interdit l'accès au concours d'entrée. Il opte donc pour les maths. En 1967, c'est le départ à Alger avec son épouse Christiane, également enseignante. Enrôlé pour 2 années de service militaire, le Marseillais va rempiler 8 ans en coopération dans un lycée algérois. De retour en France, il s'installe du côté de Redon et demande à son complice Joël Rocamora de lui conseiller un club où il pourrait pratiquer le volley-ball en loisir. Il n'est alors pas question de reprendre l'athlétisme et encore moins de s'investir dans une fonction de dirigeant. C'est sans compter avec le président de la Société culturelle Omnisport Sainte-Marguerite, donc la fameuse SCO Sainte-Marguerite dont on parlait tout à l'heure dans le texte d'intro, Victor Regnault, président de la SCO Sainte-Marguerite, un homme bien renseigné et intuitif à la recherche d'un encadrement pour les plus jeunes sur la cendrée du Stade de l'Or. Nous sommes au mois de septembre 1975 et André Giraud sollicite son père Paul dès l'hiver suivant pour le seconder. Joël Rocamora le rejoint à son tour avec un conseil, s'abonner à la revue Spiridon, engagée dans la démocratisation de la course à pied. Ils évoquent les longues distances et plus précisément la renommée Alpes-Méditerranée, une course de fond sur 75 km, qui relie les Pennes Mirabeau à Manosque. Joël Rocamora se prépare au défi et suggère à André Giraud de l'accompagner dans cet effort hors norme. En 1978, André touche au but en 7h15. Mieux, il passe au pointage du marathon à Pertuis en 3h30 sans ressentir un surcroît de fatigue. Et surtout, il découvre une ambiance extraordinaire et se rapproche de Jean Roure, un des pères de la pratique hors stade et spiridonien de la première heure en France. La machine est lancée. André Giraud veut maintenant s'élancer sur le marathon d'hier. En partant du Redon pour Cassis, son ambition se limite à cette prochaine échéance, jusqu'à ce qu'émerge l'idée de créer une manifestation propre à la SCO Sainte-Marguerite, et un beau dimanche de printemps 1979, sur cet itinéraire au panorama incomparable, l'évidence de Marseille-Cassis apparaît. Et c'est là que c'est plutôt joli ce qui est dit. Pourquoi ce jour-là ? Allez savoir. Un regard plus émerveillé qu'à l'ordinaire sur la baie de Marseille, un rayon de soleil particulièrement bienveillant sur le cap Canaille, une enchoyade au goût incomparable façon Adrienne. À table, André est encore sous le charme. Il lâche dans un souffle « Elle est vraiment belle, cette gineste ».
on devrait organiser un semi-marathon entre Marseille et Cassis. Bref, je ne vous refais pas toute l'histoire, je pense que j'en ai déjà assez fait, mais voilà, je vous ai lu un petit bout. 1979 voit la naissance de cette première édition. Alors il faut savoir que c'est quelque chose d'assez petit à l'époque, mais malgré tout, pour une première édition, il y a plus de 900 inscrits déjà. C'est quand même relativement énorme, je trouve, surtout à l'époque. On n'est pas sur une popularité de la course à pied comme on a aujourd'hui, où on a une bonne partie de la population qui court quand même, en France. Je vais de nouveau vous lire un petit paragraphe qui me fait rire. Une semaine avant la première édition, des trombes d'eau s'abattent sur la région. Ces intempéries, ajoutées aux informations qu'il estime approximatives sur l'itinéraire d'arrivée dans Cassis, incitent Joe Major à partir en repérage sur la route avec 2 collègues. On n'est jamais trop prudent. Ce premier 22 km est remporté par Alain Angelvi, qui le boucle finalement en 1h20. Sur les 940 inscrits, 740 franchissent la ligne d'arrivée devant la mairie de Cassis. Le bureau du premier magistrat est transformé en secrétariat. Adrienne Giraud note l'ordre des arrivées à l'aide d'une machine à écrire portative offerte par les ouvriers algérois de terrain au début des années 70. Elle tape juste dans tous les sens du terme. Les collègues profs de maths d'André lui transmettent les noms, les temps et les numéros de dossard qu'elle retranscrit à la volée et à la chaîne comme un robot. Donc vous voyez, c'est vraiment une autre époque. J'ai des photos aussi qui sont assez drôles, assez drôles, plus ou moins. En tout cas, on voit que c'est une autre époque. Et voilà, on parle depuis tout à l'heure de la Gineste. Eh bien, la course, elle se déroule donc de Marseille à Cassis, en passant par cette fameuse Gineste, le col de la Gineste, qui est donc, j'ai envie de dire, la route principale entre Marseille et Cassis, qui est donc fermée à l'occasion de la course, et qui serpente en grimpant vers le parc national des Calanques. Et c'est une très belle course, très beau parcours, qui est certes sur du bitume, mais on est quand même sur un endroit privilégié, d'autant plus que c'est ça surtout le truc, c'est qu'on est sur un endroit où la circulation est fermée, donc c'est pas un truc que tu peux faire tous les jours, ce parcours-là. Et c'est le cas d'autres courses, hein. Le marathon de Paris par exemple, c'est fermé sur l'ensemble du parcours et c'est pas un truc que tu peux faire tous les jours aussi facilement, même si tu peux courir le long des trottoirs, etc. Bon, la Gineste c'est pareil, techniquement tu peux courir au bord de la route avec la circulation, mais je conseillerais pas forcément de le faire. Le plaisir sera pas le même en tout cas, c'est sûr, et la sécurité non plus, mais ça reste possible en faisant attention. Donc voilà, le premier temps sur Marseille-Cassis, comme on l'a dit, c'était Alain Angelvi en 1h15, quasiment 16 d'après ce que je vois. Et la première femme à l'époque, Fabienne Ray, je ne sais pas comment on dit, en 1h34 et 45 secondes. Les chronos se sont réduits à partir de la deuxième année. Voilà, et il y a eu donc plus de 40 éditions, on arrive à la 45e cette année. Je vais pas vous faire tout l'historique de la course. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un événement qui gagne en popularité assez vite et qui devient un incontournable dans le paysage de l'athlétisme français. Et donc c'est un grand classique depuis, au même titre, j'ai envie de dire, qu'un marathon de Paris, par exemple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Elle a vraiment un cachet que n'a pas... Enfin, forcément, chaque course est différente, mais que n'a pas le marathon de Paris, que j'ai pas pu faire d'ailleurs, mais je peux parler du semi-marathon de Paris aussi. Entre Paris et Marseille, c'est pas du tout le même cadre. Et voilà, bref. Pour vous parler un peu plus de mon expérience, je vais vous dire un petit peu comment tout ça est arrivé, et au fil de mes éditions de Marseille-Cassis, comment ça a évolué. Sachant donc que j'ai fait 4 éditions de Marseille-Cassis, et donc là j'arrive sur ma 5e. Alors, d'où est née l'idée de faire cette première Marseille-Cassis, ce premier Marseille-Cassis, en 2018. Donc c'était la 40e édition, et en fait l'idée est venue pour une raison qui est relativement simple, il me semble. C'est que dans ma famille, donc j'ai mon frère qui est fan de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Et moi, je l'ai été un peu plus jeune. J'ai suivi le foot pendant mon adolescence, essentiellement, en suivant mon frère, justement, dans ce délire-là. En fait, voilà. Comme c'était mon grand frère, de temps en temps, je m'intéressais à ce que lui faisait. Enfin, je prenais le pas de ce que lui faisait de temps en temps. Donc le foot est venu voilà, quand j'étais plus jeune. Tout naturellement, j'ai suivi l'Olympique de Marseille. Voilà, de nos jours, je ne suis plus du tout le foot, j'aime pas trop ça en fait. J'ai pas spécialement l'envie de suivre aucune équipe, même l'équipe de France pas spécialement, en Coupe du Monde éventuellement un petit peu, l'Euro, mais vraiment vite fait. Mais bref, à l'époque, voilà, on avait ça, je le suivais là-dessus, et on avait fait quelques matchs, on avait été allé voir quelques matchs au Vélodrome, notamment avec donc le beau-frère de mon frère, et un pote à lui aussi, un pote à mon frère. Donc voilà, tous les 4 ont kiffé Marseille, et voilà, on avait pu y aller quelques fois, 2-3 fois peut-être, pour aller voir des matchs ensemble.
Et donc, pour vous faire un tout petit historique, si jamais, je préfère recontextualiser encore, comme je le fais souvent, je vais le garder court celui-là, mais voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, j'ai commencé la course à pied en 2016, fin 2016, première édition de Marseille-Cassis, environ 2 ans après avoir commencé la course à pied. J'étais, au sein de ce groupe-là, le seul coureur très régulier. Moi, ça faisait 2 ans, du coup, que je courais 3 fois par semaine, en moyenne. Et les autres ne couraient pas plus que ça, certains faisaient du foot encore, je pense, mais ils ont arrêté assez vite après. En tout cas, ils atteignaient un âge où le foot était moins intéressant. Ils commençaient à délaisser ça. Et je pense que quand ils se sont mis à la course à pied, justement, le foot, ils ont laissé de côté. En tout cas, mon frère courait un petit peu, pas très régulièrement, mais il courait déjà un peu avant moi, avant que moi je me mette à la course à pied. Lui, il faisait juste des footings de temps en temps, mais voilà, il avait une certaine connaissance de la pratique. Et les 2 autres, pas tellement, je pense. Alors juste pour simplifier la chose, on va appeler les gens par leur prénom. Donc il y a mon frère Yannick, et ensuite il y a Mika et François dans le groupe, et puis il y a moi. Donc voilà, tous les 4. Là, on va appeler ça ce noyau, le noyau, le groupe noyau de Marseille-Cassis. Puisque en fait, donc c'est avec ce groupe-là qui s'est formé. On avait une discussion sur Messenger qui datait sûrement des années où on allait voir des matchs à Marseille, je pense. Ça a dû commencer à peu près par là. Donc ce groupe-là qui, à un moment donné, a vu une suggestion, je pense. Alors peut-être pas dans la discussion sur Messenger, je suis pas allé voir, mais suggestion de l'un des 4, probablement mon frère ou Mika, qui se sont dit, donc, ou son beau-frère Mika, que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos d'ailleurs, Mika, tiens, il y a Marseille-Cassis qui existe, est-ce que ça vous tenterait d'essayer ça ? Je pense que l'idée c'était de concrétiser un peu la pratique qu'on venait de commencer à avoir. Donc comme je vous ai dit, moi ça faisait 2 ans que je courais à peu près, moins de 2 ans à ce moment-là, et je pense que les autres ont commencé à se dire, enfin ils ont commencé à graviter autour de moi vers ça, à se dire moi aussi je vais commencer à courir parce qu'il a l'air de kiffer ça, Johan, et que c'était peut-être étonnant pour eux que je cours alors que j'étais pas du tout sportif de mon côté d'habitude, sans vouloir me mettre du crédit, mais je pense que je suis celui qui les a attirés vers la pratique de la course à pied, un peu plus sérieusement du moins, parce que mon frère la pratiquait déjà un petit peu aussi. Bref, ça s'est passé comme ça, ils ont commencé à courir et assez rapidement je pense qu'il y a eu cette idée de faire Marseille-Cassis. Puisqu'en fait mon frère, quand moi j'ai commencé la course à pied, je pense que mon frère m'accompagnait de temps en temps pour courir. De ce fait, mon frère a attiré aussi Mika de son côté pour aller courir de temps en temps, et ensuite il y a aussi François qui s'est rajouté. Moi j'étais sur Toulouse et lui il était plutôt sur Albi, et les 2 autres sont en Aveyron, donc eux ils couraient ensemble. Moi je pouvais aller courir régulièrement les week-ends avec mon frère et Mika, et François de temps en temps se rajoutait aussi, peut-être un peu plus rarement. Voilà, ce noyau-là a commencé à courir ensemble, et après il y a l'idée de Marseille-Cassis qui est venue, et donc c'était dans le but de... c'était parfait parce que non seulement on avait un historique commun tous les 4 avec Marseille, avec le foot, avec le vélodrome qui pouvait être traversé au départ ou juste avant le départ de Marseille-Cassis, donc c'est l'occasion de voir l'intérieur du vélodrome qu'on aime bien, et de vivre une course qui est emblématique dans le paysage français, qui n'est pas non plus une course d'ultra distance, c'est un 20 km sur route. Il y a quand même un petit challenge parce que il y a du dénivelé et que c'est un profil assez particulier, donc il y a tout un ensemble de facteurs qui faisaient que ça nous intéressait bien d'essayer de faire ça et de préparer cet objectif. Moi avant ça j'avais préparé 2 objectifs dans ma vie de coureur, si je me trompe pas, il n'y en avait que 2 essentiellement. C'était le semi-marathon de Paris en mars 2017, et ensuite il y a eu l'hivernal des Templiers en décembre 2017, qui là était un trail de 24 km, 23-24 km je crois, avec 1200 par là de dénivelé. J'avais vécu ces expériences-là, et Marseille-Cassis, c'était l'occasion de repartir sur du bitume et voir ce que ça pouvait donner en termes de performance. En 2018, j'avais 25 ans, et voilà, c'était l'occasion de continuer sur ma progression et de voir si la pratique de la course à pied, c'était pérenne pour moi ou pas. Donc ce groupe-là qui est né, on avait donc des entraînements en commun de temps en temps. En l'occurrence, moi j'avais pris le plan d'entraînement du site de Marseille-Cassis. Je crois que les autres ont essayé de le suivre un petit peu, peut-être pas tous. De temps en temps, on se faisait des séances communes, donc c'était l'occasion de faire des séances de qualité, plus ou moins. Mais je pense pas qu'on se faisait des séances de fractionnés spécialement ensemble. On faisait surtout des sorties longues, avec un peu de dénivelé, histoire de se tester à l'époque. Donc je suis allé voir sur Strava
un petit peu voir s'il y avait des particularités de l'époque ou des anecdotes à partager. Donc je vais pas vous faire tout l'entraînement bien sûr de cette première édition, mais je vais vous parler de 3 trucs qui me paraissent intéressants d'évoquer. Donc déjà la première séance d'entraînement c'était fin août 2018, donc c'était 2 mois pile avant la course. Donc le plan contenait des séances de côte, évidemment, puisqu'il y a des côtes dans Marseille, enfin il y a une côte dans Marseille-Cassis, mais longue. Donc par exemple, la seconde séance du plan, c'était un 10 x 100 mètres en côte. Donc c'est des intervalles courts, hein, avec une allure assez rapide. Les fractions de 100 mètres, je les faisais entre 25 et 30 secondes, donc j'avais une allure quand même assez rapide. Et c'est des côtes, on va dire entre 5 et 8%, quoi. On essaye de taper dans des côtes qui représentent à peu près ce que ça va être sur la Gineste. Un peu plus tard dans les semaines suivantes, cette séance-là de 10 x 100 mètres, elle augmentait un petit peu progressivement avec par exemple du 12 x 100 mètres au lieu de 10 x 100 mètres. Et bon, l'idée c'est d'habituer le corps petit à petit à faire un peu plus de volume à chaque fois, toujours avec la même intensité. Il y avait d'autres séances de côte aussi, avec des côtes plus longues. Par exemple, j'en avais trouvé une de 2 x 2 km. Donc là, l'allure à tenir, c'était au ressenti. Il me semble, c'était pas très rapide, c'était plus lent que 6 minutes au kilomètre, dans une côte, je rappelle, entre 5 et 8%. Donc là, le but, c'est de faire travailler les jambes à l'effort dans une pente qui représente ce qu'on va avoir sur la course. Ça sert à rien de se cramer à aller vite. Là, il faut travailler un effort à tenir sur le long terme dans une côte, comme on le fera le jour de la course, où la montée, elle dure bien dans les vrais pourcentages, entre 5 et 6 km, je dirais. Ensuite, le premier week-end de ce plan d'entraînement, j'avais une séance de 2 fois 10 fois 30 secondes. Donc du 30-30, 30 secondes d'effort rapide, 30 secondes de récupération. Donc 10 fois 30-30 et 2 fois à faire. 2 fois 10 fois 30-30. Après, c'est pareil, ce genre de séance évolue et il augmente peu à peu avec quelques semaines plus tard, à un mois de la course, c'était pas 2 fois 10 fois, mais 3 fois 8 fois 30-30. Ce qui équivaut donc à 24 fois 30-30 au lieu de 20 fois. Bref, au global, ce que j'ai pu noter, c'est que l'allure de course que je travaille à l'époque, elle était aux alentours de 5 minutes 20 secondes au kilomètre. Je dis autour, hein, parce que c'est vraiment une moyenne. Je travaillais pas précisément, je crois. Parce qu'il faut préciser que pendant la course, une grosse partie du parcours se fait en montée. Donc forcément, on est plus lent que la vitesse moyenne qu'on aura au final. Et l'autre grosse partie de la course se fait en descente, donc là on est plus rapide. Et bref, tout ça, ça fait une moyenne d'allure, mais finalement on court pas tout le temps à cette allure-là pendant la course. Donc bref, j'avais certaines séances qui faisaient par exemple 3 fois 8 minutes, à 5 minutes 30 au kilomètre, à 5 minutes 20 au kilomètre. Donc des portions de entre 5 et 10 minutes à faire 3 fois par exemple. Donc des trucs où on travaille un petit peu une allure spécifique pendant un temps légèrement allongé, quoi. C'est ce qu'on appelle du seuil, moi, ce que j'appelle du seuil généralement comme séance. Et alors ensuite, je reviens sur le groupe. Là, je vais pas vous faire tout l'historique de mon entraînement. C'était pour vous parler un peu de comment il était structuré. C'était le plan d'entraînement du site, Marseille-Cassis. Et je me rappelle d'une séance, donc je crois que c'était la première qu'on faisait en commun tous les 4 dans le groupe, là, où on a fait une sortie longue, et où les autres trouvaient que j'avais une foulée légère. Il y en a un, je pense que c'est Mika, qui faisait une remarque, en fait. Donc il trouvait que j'avais une foulée légère, aérienne. Ils voyaient que j'avais l'air de sautiller quand je faisais le footing avec eux. Et eux se sentaient plus lourds. Eux, ils étaient habitués. C'est pas pour les dénoncer, hein, bien sûr, mais c'était rigolo. Eux, entre eux, en fait, ils buvaient vachement de Ricard. Pas tous les soirs, bien évidemment, mais bref, ils faisaient ça. Et eux, c'était des footeux. Et donc, ils n'avaient pas cet aspect aussi assidu que moi à l'époque, où j'avais la réputation d'être le coureur du groupe. Et donc je pense qu'eux, à l'époque, ils apprenaient encore à s'y mettre plus sérieusement, alors que moi, ça faisait 2 ans que j'étais habitué à courir 2, 3, parfois 4 fois par semaine. Là, le plan d'entraînement, c'était un plan à 4 séances par semaine, et en fait, de temps en temps, je remplaçais une sortie longue, qui, admettons, devait durer 1h30 en footing. Je remplaçais ça par une sortie vélo de 4 heures, de 3 à 4 heures, autour de Toulouse. Il y a une autre séance dont je me rappelle en particulier. C'est le genre de séance qui marque parce qu'en fait j'étais parti pour un entraînement prévu dans le plan. Alors visiblement c'était un footing d'après ce que j'ai vu sur Strava, parce qu'il n'y a pas d'allure spéciale pendant le truc, c'est assez constant, enfin pas tout à fait, ça accélère, mais bon bref, il n'y a pas de fraction visiblement. Et je sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais je suis parti assez vite ce jour-là. J'étais sûrement très en forme, ou je me sentais bien, j'avais envie de me défouler, je sais pas.
Et en fait, je me suis retrouvé à faire un record sur 10 km pendant cet entraînement-là, c'est-à-dire j'ai fait 50 minutes et 1 seconde d'après Strava. Et sur ma montre, à l'époque, je l'ai noté en bas, en dessous. C'est bizarre d'ailleurs que Strava n'ait pas compté ça comme ça. En fait, je pense que c'est le cœur de la séance où je suis allé encore plus vite. Sur ma montre, j'avais 48 minutes et 40 secondes de record identifié par Garmin, vraiment, par la montre. Et tout ça, je l'ai fait sans forcément le chercher, visiblement. Sauf sur la fin, je pense, où j'ai commencé à me dire, attends, à ce rythme, si je continue, je vais battre mon record aux 10 km, qui était sûrement de 53 minutes à l'époque, quelque chose comme ça. Ou même 55, je sais pas. Et bref, j'ai poussé encore un peu plus. Ce genre de truc, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver au fil des mois quand on s'entraîne sur un objectif et que ça fait longtemps qu'on n'a pas testé sa capacité à tenir un effort d'une distance précise, par exemple un 10 km, un semi-marathon, ou sur 5 km aussi, des distances fixes sur lesquelles on fait péter des records au fil de sa vie d'athlète. Ben, ça met en confiance quand ça arrive à l'entraînement, même quand tu le cherches pas forcément du coup. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper satisfaisant et ça aide mentalement à continuer les entraînements pour les semaines suivantes. Surtout quand tu es motivé par une course que tu as envie de faire déjà, comme là c'est le cas avec Marseille-Cassis, que tu sais que ça va être très particulier, que tu vas partager ça avec un groupe avec qui tu kiffes courir et tout. Voilà, c'est galvanisant, ça augmente le plaisir, quoi. Et l'excitation, et ça aide aussi à se motiver. C'est surtout ça que je veux dire. Donc bref, les semaines ont passé, on s'est tous entraînés plus ou moins avec des objectifs différents. Moi, l'objectif principal, je pense que c'était déjà de faire moins de 2 heures, ça c'est sûr, mais à l'époque même, je voulais pouvoir viser moins d'1h50. Il faut savoir qu'avant ça, un objectif sur lequel on peut comparer ce chrono-là, c'était le semi-marathon de Paris, que j'avais donc fait en mars 2017, comme je vous disais, donc 1 an et demi avant, sur lequel j'avais fait 2h08 minutes, sur 21 km. Là, on parle de Marseille-Cassis, c'est 20 km, on réduit d'1 km la distance, donc ça, à la limite, ça réduit le chrono, mais par contre, on parle de 300 à 400 mètres de dénivelé, donc là, il faut rajouter du chrono, par contre. Donc, c'est là où je veux en venir, il y a une petite anecdote, c'est que le jeudi, je pense que c'était un jeudi, le jeudi ou peut-être le mercredi soir avant la course, qui a lieu le dimanche matin, j'avais globalement bouclé mon entraînement et j'avais un repas chez des amis. Et bon, dans ces amis-là, il y en avait qui me suivaient de près sur la course à pied, avec qui je courais régulièrement même, qui m'avaient même mis à la course à pied à la base en 2016. Et on discutait déjà du fait que j'étais en train de manger beaucoup à ce repas-là quand même, que je me faisais plaisir, j'avais même pris de l'alcool à boire, et il me semble, hein, je suis pas sûr. Et on me faisait les remarques, bon, ton objectif, moins d'1h50, franchement, il y en a qui m'ont dit on n'y croit pas trop. Alors là, ils me faisaient des piques gratuites, je pense, mais surtout avec ce que tu es en train de bouffer, ça a l'air compliqué. Moi, j'y croyais, mais bon, ils me disaient vraiment, il y en a certains qui me disaient, je pense que tu n'y arriveras pas. Voilà. Je sais pas si ça a été les mots exacts, mais on m'a dit ça comme ça. Donc, il y avait de sérieuses réserves sur ce chrono-là. Et on me disait, moins de 2 heures, déjà, c'est bien, si tu arrives à faire ça. Mais moi, j'étais quand même parti sur en mode moins d'1h50, je pense que je peux y arriver. J'aimerais beaucoup y arriver. Alors, je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça spécialement, mais bon. Dans notre groupe de 4, là, il y en avait certains, c'était moins de 2 heures, l'objectif. Et puis, surtout déjà, faire la course et réaliser ce que c'était, et la finir, c'était déjà un bel objectif aussi. Comme certains le savent autour de moi ou dans ma communauté, dans mon public, on va dire, j'ai un rapport avec les chronos qui est fluctuant avec les années. Parfois, j'ai envie de faire vraiment des vraies performances et de m'y tenir. Et parfois, du coup, j'y arrive pas et ça me mine un peu après les objectifs quand ils sont ratés. Et parfois, j'ai juste envie de faire une course sans me préoccuper spécialement du chrono. Voilà, mais cette année-là, j'étais jeune encore et j'avais cette politique-là influencée aussi par les personnes avec qui je pratiquais la course à pied de façon la plus régulière, qui eux sont très à cheval sur le chrono justement, qui du coup c'était pas forcément une bonne influence là-dessus, mais bref j'étais plus à cheval sur le chrono à l'époque, donc j'avais vraiment cette envie de faire moins d'1h50. Donc en approche de la course, il faut savoir que du coup avec le groupe de 4, on avait lancé l'idée aussi de se faire des t-shirts pour le jour de la course avec lesquels courir, et donc on a fait ça sur internet avec des t-shirts jaunes que vous pourrez voir en photo sur YouTube, et qui sont floqués. Donc on avait le flocage 12 pour l'Aveyron, on avait mis notre nom ou notre pseudo éventuellement sur le t-shirt, donc moi c'était la frite. Alors à l'époque j'étais pas encore sur YouTube, je faisais pas les vidéos que je vous fais aujourd'hui, je faisais aucun contenu lié à ça à l'époque,
Mais j'avais déjà ce surnom de la frite qui me venait de mes années précédentes sur mon premier job, la frite, qui était inscrit sur mon t-shirt, et les initiales aussi de chacun sur le devant. Et je crois que les noms étaient écrits à l'arrière. Et mon dossard aussi, où c'était écrit Yo-Yo la frite, en l'occurrence. Donc là, c'était mon pseudo, mais pas... C'était pas mon pseudo officiel pour YouTube, mais voilà, ça l'est devenu par la suite. Donc là, je vais sauter en avant. On arrive sur le week-end de la course, qui avait lieu le dimanche 28 octobre 2018. Et à l'époque, comme toutes les années, je pense qu'on était placé dans les sas grand public avec le groupe, puisqu'il faut savoir qu'après, il y a des sas en fonction des objectifs qu'on a, 1h30, 1h45, je sais plus ce qu'il y a comme objectif, 1h20. Et là, il faut donner des justificatifs de performance pour pouvoir prétendre prendre le départ dans ces sas-là. L'avantage d'un sas qui correspond à notre objectif réel, c'est qu'on n'est pas gêné par la foule, ou en tout cas moins gêné par la foule, et qu'on a un peu plus l'assurance de partir à une allure, avec des gens autour desquels on aura les mêmes allures, et on ne va pas se gêner au départ de la course où il va falloir slalomer, ou éventuellement où on se fait doubler par tout le monde, où il y aura vraiment une difficulté à être à l'aise, quoi. Bref, on était dans le sas grand public. Déjà, avant de parler de la course quand même, il faut savoir que le départ pour Marseille, c'était déjà un petit pèlerinage pour nous. C'était un trajet en voiture où on allait ensemble faire cette course. Et voilà, c'était un bon week-end où on était ensemble et on se faisait plaisir, quoi, à aller à Marseille, à faire la route. Le samedi midi, donc sur la route, on s'était arrêté, je crois, sur la route à un Subway, McDo, Burger King, un truc comme ça. Ça m'arrangeait pas, mais bon, on a fait ça et bon, en fait, c'est pas si grave. Et autre chose, donc là, c'est pour vous raconter une petite anecdote qui est quand même sympa, c'est qu'à l'époque j'étais à crédit pour ma voiture et à ce moment-là de ma vie spécifiquement j'étais vraiment un peu au ras des pâquerettes au niveau du compte en banque. Alors j'arrivais à m'en sortir mais de temps en temps j'étais même à découvert ou très limite. Il fallait vraiment que je fasse attention et ce week-end-là en particulier j'avais vraiment quasiment pas d'argent. Et la bonne idée du siècle dans le groupe, on logeait à un hôtel à Cassis. Et le samedi soir, avant la course, donc on a mangé au resto, mais là on a pu faire un truc tranquille où on arrivait à manger quand même des pâtes et à faire un repas pas trop abusé. Et après le resto, ils ont la super bonne idée d'aller au Casino Barrière, qui est à Cassis, donc vraiment pas loin de l'hôtel. Mais moi ça m'arrangeait pas du tout parce que j'avais pas d'argent. J'avais littéralement 10 € que j'avais retirés sur moi, et c'est tout. Et je pouvais pas me permettre de claquer 40 balles, même juste 20 € même, au casino, parce que déjà c'est de l'argent foutu par les fenêtres pour moi. Déjà j'étais pas dans le délire de faire ça spécialement avant la course, même si ça pouvait être rigolo, mais c'était pas idéal. Et j'avais pas envie de claquer mon argent. Donc bon, je me suis dit, ok, je vous accompagne, je prends juste mes 10 €, parce que de toute façon j'ai rien d'autre, ça c'est sûr. Je joue ça, et de toute façon moi je pars dès que j'ai fini. Ça sert à rien de rester longtemps, je veux dormir, et je veux être préparé pour la course. On va au casino. Ça me faisait limite chier de mettre mes 10 €, mais je me suis dit, bon, quitte à être au casino, c'est la première fois que je fais un casino de ma vie, je vais quand même essayer de jouer, on sait jamais. Je mets mes 10 € dans une machine à sous très classique, donc avec les 7, vous voyez les 7 rouges, là, il faut avoir 3 sets pour gagner le jackpot, ou pour gagner en tout cas. Je mets en jeu mes 10 €, je sais pas combien j'ai mis en jeu, mais bref. Je tombe sur un alignement de je sais pas quoi, je me rappelle plus, c'était sûrement pas les triple 7, mais bon, bref. Et là, il y a la machine, ça tombe. Alors, le truc, c'est qu'au casino, on échange de l'argent contre des jetons. Donc, je me rendais pas compte de combien j'avais gagné. Mais ce qui était sûr, c'est que j'avais gagné plus que ce que j'avais misé au départ. J'avais largement refait la somme avec laquelle j'étais arrivé dans le casino. Donc, je vois ça, je me dis, ok, j'arrête, je vais échanger mes sous. Et donc, j'étais arrivé avec 10 € en poche. Je suis reparti avec 77 €. Voilà. Et donc là, j'étais refait. J'étais super content. Et je me suis dit, c'est de super bon augure pour demain. C'est un signe. J'ai ce coup de chance-là qui arrive à un bon moment dans ma vie. Pour le coup, j'ai bien fait de jouer ces 10 € là, même si c'était pas très sage en soi de faire ça alors que j'avais déjà pas beaucoup d'argent. Bon, 10 € c'est pas grand-chose. Sur le principe, ça m'embêtait quand même. Et là, j'ai eu ce gain-là et c'était vraiment un très bon signe pour moi. Et donc voilà, écoutez, ça c'était la veille de la course. Maintenant on arrive le dimanche de la course, ce 28 octobre 2018. Donc on se lève très tôt le matin. Ah oui, une particularité de Marseille-Cassis, c'est systématiquement le dernier week-end d'octobre.
Et systématiquement, le dernier week-end d'octobre, c'est aussi le changement d'heure en France. Et en l'occurrence, c'est dans le bon sens puisqu'on gagne 1 heure de sommeil pendant la nuit. Donc c'était un truc idéal en l'occurrence. C'est qu'on pouvait se permettre, notamment le casino en l'occurrence, de sortir un peu le soir, vite fait, sans abuser non plus, mais voilà, et de se coucher un peu plus tard. On gagnait 1 heure de sommeil, donc ça faisait quand même une nuit correcte, même sans faire les efforts monstrueux pour le faire. Sachant que bon, avant la course, moi avant une course, j'aime bien me lever assez tôt pour pouvoir déjeuner suffisamment tôt et pouvoir digérer. On s'est levé tôt, on a déjeuné à l'hôtel, donc bon, je me rappelle pas de ce qu'on a déjeuné, je me rappelle que il y avait des petites viennoiseries, donc j'ai dû manger une petite chocolatine ou un bout de croissant. J'ai pas eu un repas trop riche non plus, j'ai essayé de faire attention. Et voilà, après, il y a les navettes qui amènent de Cassis à Marseille. Donc là, c'est pris en charge quand tu es coureur. Voilà, tu as la navette qui est incluse et qui t'amène sur le lieu du départ. Bon, évidemment, là, c'est l'excitation folle, c'est la pression aussi. Mais il y a vraiment une ambiance. Alors déjà, on était tous les 4. On était ensemble dans cette aventure, donc ça aide à être vraiment sur le côté positif de tout ce stress. Enfin, en fait, la forte affluence autour de nous aussi, parce qu'il y a 20 000 coureurs sur la course, ça excite aussi, ça donne une certaine pression, tu sais que t'es dans un événement sérieux, enfin, il y a la pression de la compétition, le petit stress d'avant-course, comme toujours, mais il y a vraiment une belle synergie, une belle ambiance là-bas, le cadre est sympa quand même, dans cette ville quand même qui fait plaisir à découvrir. Moi, j'y suis pas allé non plus super souvent à Marseille. Et voilà, alors le matin de la course, il me semble qu'il faisait assez frais, mais je crois que c'était quand même relativement doux. Enfin, du coup, on le voit sur les images, on était tous habillés avec nos t-shirts qu'on avait achetés. Certains avaient des manches longues. Mon frère avait acheté des manches longues la veille, puisqu'il n'en avait pas pris, pour faire une sous-couche, parce que la température était potentiellement fraîche. Mika aussi d'ailleurs avait fait ça. Et moi, j'étais resté en short t-shirt. Donc c'est vrai qu'avant le départ, on avait un peu froid. Après, il vaut mieux avoir un peu trop froid sur une course que un peu trop chaud. Surtout au départ. Parce qu'en fait, si t'as trop chaud, même au départ, pendant la course, tu seras en surchauffe. Alors que l'inverse, si t'as un peu trop froid, ça ira mieux pendant la course. Là, on a traversé le Vélodrome, il me semble, cette année-là. Et je dis ça parce que je crois que les années suivantes, on l'a pas forcément fait, ou pas à chaque fois en tout cas. Particulièrement post-Covid. Mais bon, on va y revenir. Je crois bien que cette année-là, donc on traverse le Vélodrome et c'était trop bien en fait. Alors, il y avait beaucoup d'attentes avant la course. J'en ai parlé, on est répartis en sas de départ. La course part à 9h avec les élites et les premiers sas. Après, ça s'étale jusqu'à 11h peut-être, je pense, les départs. Peut-être même plus que 11h. Donc en fait, nous, le moment du départ, il était pas tout à fait à 9h. Donc en fait, on arrive à une certaine heure, il faut être prêt pour son sas. Et du coup, voilà, on a le temps d'aller au stade Vélodrome. En fait, le parcours pour arriver jusqu'à son sas nous faisait passer dans le stade Vélodrome. Je me rappelle que c'était très long, l'attente dans le stade, il y avait vraiment une affluence de fou. Les couloirs, ça se réduit un peu, donc là, tu batailles un peu des coudes, enfin, c'est vraiment une affluence, t'es tout serré. Il y avait le passage aux toilettes aussi, déjà à l'air libre, avant le stade Vélodrome. Beaucoup de gens vont sur les côtés pour aller faire leur affaire, mais aussi dans le stade. Bref, c'était un peu bordélique. Ça aide pas à se concentrer aussi, c'est-à-dire que t'es en mode stress déjà de la course, mais tu stresses aussi pour l'aspect toilette, tu te dis est-ce que je vais arriver à faire mon truc. Moi c'est un truc que j'ai vraiment besoin de faire avant une course, c'est très rare que j'en ai pas besoin, parce qu'il y a eu le petit déjeuner aussi, 3 heures avant la course généralement, j'ai besoin de faire mon affaire. Donc j'ai besoin de ça pour être assez à l'aise pendant la course, ne pas avoir cette pression-là supplémentaire, et de potentiellement avoir besoin pendant la course. Et c'est pas possible pendant la course, donc ou alors il faut se faire dessus, quoi. Bref, il y avait cette pression en plus. On traverse le stade Vélodrome, c'est chouette, c'est trop bien. Et après, on arrive sur le départ. Et voilà, on commence cette course. Donc Marseille-Cassis, là c'est l'excitation. Et en fait, c'est une époque où, mine de rien, en 2018, j'étais pas sur YouTube, donc j'ai pas des images vidéo de cette course. J'ai même pas non plus spécialement de photos de la course, hormis les photos prises pendant la course. Ce que j'en retiens, parce que justement j'en retiens pas grand chose d'autre dans ma mémoire, c'est que j'ai fait une course aux sensations. Bien sûr j'avais une montre GPS à l'époque déjà, mais en toute honnêteté, j'étais pas là à regarder mon chrono toutes les secondes, je pense, ni tous les kilomètres spécialement. En tout cas, c'était pas un truc dans lequel je m'étais entêté comme j'ai pu le faire d'autres années ou sur d'autres courses. Je l'ai couru beaucoup aux sensations, avec une confiance et une certaine légèreté, je pense.
J'étais porté par l'ambiance de fou qu'il y avait sur cette course, par le cadre qui était trop bien, par le col de la Gineste qui était l'obstacle à franchir sur cette course, qui est une rampe de lancement. Quand on regarde le profil de la course, c'est vraiment une rampe de lancement jusqu'aux 10 km, et après ça redescend tranquillement, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'après il y a une grosse descente sur Cassis. J'ai couru cette course, ça a été un plaisir immense. Il n'y a pas eu que du plaisir, je vais y revenir, mais ça a été un kiff, vraiment quasiment jusqu'au bout. Et c'était, je sais pas, il y a une émulation avec tous ceux qui courent autour de nous, avec le public qui est sur les bords de la route, ça va dans tous les sens, il y a du monde partout, c'est trop bien franchement. La météo, ce jour-là, n'était pas tout à fait idéale, je crois que le matin c'était un peu brumeux, et surtout, c'est ça qui nous avait marqué, c'est qu'en fait la première moitié de la course, on l'avait faite, et particulièrement le col de la Gineste, la montée de la Gineste, ça s'était fait dans le brouillard. On voyait pas spécialement le soleil, on voyait pas spécialement très 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 loin. Il y a des virages où on peut carrément voir de l'autre côté du virage, il y a surtout un grand virage où on peut voir ce qui nous attend plus loin et plus haut sur la Gineste. Et là, non, on pouvait pas spécialement, je crois, parce qu'il y a vraiment un brouillard qui commençait à arriver. On a eu ce brouillard-là jusqu'à l'arrivée sur la Gineste, et arrivé au col de la Gineste, ça s'est dégagé d'un coup. Et là, ça a fait un boost de morale. Le fait de finir la montée, d'avoir le soleil, c'était trop bien. Donc, course aux sensations, peut-être avec un peu le cardio que j'ai essayé de surveiller, je pense, mais globalement, je faisais la course aux sensations, j'étais en mode confiant, insouciant aussi un peu, je pense, en me disant, je vais y arriver, je vais kiffer cette course, quoi qu'il arrive, je serai content. Faut dire aussi que, comme je l'ai dit, il faisait frais pendant la course, puisque il y en a 2 parmi nous qui avaient les manches longues, donc je pense que quand même c'était pas pour rien, et je pense que du coup la température était vraiment idéale cette année-là pour courir, et du coup c'est pour ça que j'ai eu une très bonne performance, puisque je vais venir là-dessus quand même. Pour finir sur la préparation, c'était un plan d'entraînement sur 9 semaines, donc c'est pas énorme, hein. Moi de nos jours je ferais plutôt 12 semaines. Sur un marathon, j'aimerais faire 16 ou 20 semaines, si je pouvais, mais là, sur un Marseille-Cassis, je ferai 12 semaines. Bon, cette année-ci, 2024, c'est particulier, j'y reviendrai après peut-être, mais j'ai pas pu préparer la course avant, en tout cas, je m'y suis pas mis, parce qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que je pensais pas forcément pouvoir faire cette course cette année, et que j'ai eu un dossard très récemment, là. Donc, bref, à l'époque, c'était sur 9 semaines, et j'avais fait 32 entraînements. Donc j'étais à l'époque entre 40 et 50 km par semaine de volume hebdomadaire, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est intéressant parce que en 2024, j'essaye d'atteindre et de maintenir, ces temps-ci précisément, les 40 km par semaine. Donc je vais essayer d'augmenter encore un peu avant la course. Il faut savoir qu'on est mi-septembre à peu près quand j'enregistre cet épisode, donc c'est vraiment bien avant la course. C'est pour ça que je peux pas vous parler des dernières semaines là, qui vont arriver avant la course. J'aimerais bien vraiment atteindre les 45-50 km de volume pour jouer là-dessus déjà et avoir une bonne base en arrivant sur la course. Mais là, je m'avance dans le temps. Bref, 2018, course vraiment kiffante. On arrive au col de la Gineste. Après la montée, en fait, c'est une alternance de plats avec des descentes assez légères encore. Et ensuite, la vraie descente, elle commence à partir environ de 15 km parcourus, avec une descente de 2,5 km sur Cassis qui est là, est vraiment pentu. C'est le plus gros pourcentage de toute la course, je pense. La montée, elle est progressive, vraiment. C'est vraiment ce que j'appelle une rampe de lancement, avec quelques petites variations par-ci par-là, mais voilà. Les pourcentages de la montée jusqu'à la Gineste, c'est du 5-6%, et pas beaucoup plus, normalement. La descente sur Cassis, par contre, la descente finale, elle peut descendre sur du 8%, je pense, du 8%, passage où ça descend fort quand même. Et mine de rien, après 15 km de course, à un bon rythme, avec la montée qu'on a eue déjà, et ben la descente sur Cassis, elle tape vraiment dans les muscles, et elle te détruit si tu fais pas gaffe. Et je pense que j'ai pas fait gaffe, parce que cette descente, je la fais j'ai du 4,30 au kilomètre, sur la plus grosse portion d'un kilomètre là, 4,30 en moyenne sur ce kilomètre-là. Ce qui est rapide quand même. Bon, c'est une descente forte, mais bon, ça reste du rapide, 4,30. Et je pense que sur la fin, ça m'a vraiment pas aidé. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la montée en termes d'allure, mais j'ai commencé la course autour des 5 minutes 10 au kilomètre, ce qui est un bon rythme. Et sur la montée, alors ça décroît progressivement. Il y a du 5,40, 5,44 dans les premiers pourcentages vraiment nets. Et après, on descend sur les 3 derniers kilomètres, sur du 6 minutes, un peu plus lent même,
au kilomètre. Mais quand on voit le dénivelé qu'il y a, c'est quand même pas si mal. Et en tout cas, c'est plutôt logique. Et bref, en arrivant sur Cassis, ensuite, il reste 2 km en gros, 2 km, 2 km et demi, où j'ai ralenti un petit peu, mais forcément, c'est normal. Là, l'énergie est fluctuante, on commence à taper vraiment sur ses réserves, musculairement c'est chaud aussi. Et donc, je retrouve du 6 minutes 03 sur le kilomètre 19. Et ensuite, ça réaccélère sur la fin, parce que c'est la toute fin, mais je me rappelle que c'était très dur, qu'il fallait vraiment s'arracher. Et on voit que la dernière portion entamée, puisqu'en fait, ça faisait un peu plus de 20 km, mine de rien, ça faisait 20,3 au final d'activité. En 4,32, donc là, c'est quasiment de nouveau... là, en fait, je retrouvais le rythme que j'avais en grosse partie sur la descente, mais sur du plat. Donc là, c'est vraiment... j'ai vraiment donné ce que j'avais quand même. Et j'ai sûrement... j'ai ce souvenir assez net, puisque je l'ai quand même sur beaucoup de courses, mais là, je l'avais particulièrement, où je m'étais arraché le cœur vraiment pour forcer comme un malade sur cette fin de course. En fait, j'ai une course où j'ai fait 171 battements par minute en moyenne, en termes de cardio, ce qui est quand même élevé pour une course aussi longue, je trouve. Ma fréquence max étant aux environs de 190 battements par minute, donc j'en étais pas si éloigné, quoi. Et le final, si je regarde le graphe, visiblement, j'étais à 182 battements par minute sur la toute fin. Donc, je me suis quand même bien donné à la fin. Et voilà, c'était terminé. C'était Marseille-Cassis en 2018. Et à ce moment-là, j'ai fait un chrono de 1 heure, je vous donne le temps officiel, 1 heure 47 minutes et 43 secondes. Tout simplement, c'était l'édition parfaite pour moi. C'était l'édition parfaite parce que j'avais réussi mon objectif, j'avais tout réussi. Non seulement l'objectif, mais la course, j'avais profité de la course, j'avais sincèrement kiffé la course, quoi. Extraordinaire de bout en bout, quoi. Tous les voyants étaient au vert. Enfin, je veux dire, le casino la veille où j'avais eu ce bon signe, l'ambiance sur la course que j'avais trouvé extraordinaire, le résultat qui me satisfaisait, le fait de faire ça dans un groupe, c'était trop kiffant de faire ça ensemble. On s'était mis avec nos maillots, là, les 4 maillots, les mêmes. Enfin, il y a vraiment une énergie, quoi. C'était vraiment super. 1h47 et 43 secondes. Donc j'étais en dessous de mon objectif. Enfin, j'avais accompli mon objectif. J'avais déjoué les pronostics de mes amis à l'époque. Bien content de ça. Officiellement, sur ma montre Garmin, j'avais 400 mètres de dénivelé positif. Donc nous, on était plus sur 300 dans nos têtes. Et là, il y avait 400 annoncés sur la montre. Donc j'ai couru la course à une allure moyenne de 5 minutes et 19 secondes au kilomètre. C'est vraiment une belle performance, hein. Franchement, je pense que dans toute mon histoire de course à pied jusqu'à aujourd'hui, c'est une de mes meilleures performances, parce que quand je regarde, j'ai fait 20 km en 1h47 et il y avait 400 mètres de dénivelé, ou même 300 si vous voulez. Je n'ai pas réussi à refaire un aussi bon chrono, même récemment, même en ayant un niveau de forme excellent ces 2 dernières années par exemple. En 2023, j'ai fait un semi-marathon où justement j'ai eu mon problème qui a commencé à arriver là, de santé. J'ai peut-être égalé un peu cette performance-là en m'arrachant vraiment. Je pense que j'aurais pu faire mieux dans les bonnes conditions, mais bon, j'estime que Marseille-Cassis, c'était une époque 2018, où j'ai brillé, quoi, d'un point de vue personnel. J'ai réussi mon objectif, je suis resté en forme après ça, la course ne m'a pas détruit, ça a vraiment été positif, quoi, de bout en bout. Alors les autres ont plus ou moins accompli leurs objectifs. Je crois qu'on avait Mika qui m'a suivi de très peu en termes de chrono. Et ensuite il y avait Yannick et François qui eux sont restés ensemble. Leur objectif, en tout cas à François, c'était moins de 2 heures. Et il me semble qu'ils n'ont pas réussi. Donc oui, voilà, ils ont fait 2 heures et 2 minutes 30 secondes. Ils l'ont fait ensemble. Donc l'objectif n'était pas accompli malheureusement, mais de peu. Je pense qu'ils peuvent quand même être contents de ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Mon frère a accompagné François en fait. Je crois que mon frère avait eu des crampes. Et Mika, pour donner les chronos de tout le monde, il avait fait 1h52. Voilà, j'ai trouvé les chronos sur Kikourou. Ça permet de voir un peu qui a fait quoi. Donc voilà, j'étais finalement à l'image du groupe à l'époque. J'ai eu le meilleur chrono du groupe, ce qui n'arrive pas souvent dans mon cas. Voilà, mais en fait, je suis tellement fier de cette année-là. Et je suis vraiment, en fait, je suis tombé amoureux de la course à ce moment-là, définitivement, parce que il y a tout s'est aligné pour moi. C'était le kiff ultime. Ouais, je peux pas décrire le truc autrement, quoi. C'est que j'ai vraiment
tout adoré cette année-là, et c'est pour ça que chaque année j'ai cette excitation aussi, c'est d'essayer de reproduire ça. Je pense que c'est pas possible parce que finalement la première année elle est toute particulière, elle a une saveur bien particulière, il y a un ensemble de facteurs que tu peux pas reproduire aussi, et notamment aussi le fait que comme c'est la première fois, t'as une excitation que tu peux pas avoir les autres fois suivantes, où t'as l'émerveillement de la découverte et la première fois sur la gineste, voilà. Après, on a envie de le faire plusieurs fois au fil de sa vie, et chaque fois est différente, chaque fois a son identité aussi. Et c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est qu'on revit pas la même chose à chaque fois, et on peut apprendre différentes choses à chaque fois. Donc voilà, pour cette première édition de Marseille-Cassis. Ah si, il y a un truc que j'ai pas dit, quand même, avant cette course-là, pour montrer aussi l'insouciance du bonhomme à l'époque, et c'est un truc que je ferai peut-être pas comme ça de nos jours, je pense. Donc la dernière semaine avant la course, c'était juste 2 petites séances le mardi et le jeudi, avec de l'intensité, mais des séances assez courtes. Mais surtout le week-end avant la course, j'avais fait une grosse rando le week-end. Quand je dis une grosse rando, là c'est vraiment une grosse rando. J'avais fait le Mont Perdu. Donc le Mont Perdu, c'est un pic des Pyrénées qui culmine, je crois, à 3355 mètres d'altitude. À ce jour, c'est le plus haut pic que j'ai fait de ma vie. Donc c'est pas un 4000 ou un 4008, c'est encore moins l'Everest. Le Mont Perdu sur 2 jours, samedi, dimanche, à une semaine de la course. Idée assez bizarre, hein. C'était donc fin octobre à peu près, et c'est enneigé, autour du Mont Perdu, et on s'était fait ça sur 2 jours avec un pote, donc il m'avait emmené. J'étais un peu moins expérimenté que lui en montagne, mais je faisais des randos déjà, mais alors à l'époque ce challenge-là était waouh. Déjà, super week-end, super belle expérience, j'ai de très belles vidéos, très belles photos de ce week-end-là. D'ailleurs, vous pouvez trouver une vidéo qui n'est pas sur Yo-Yo la frite. Elle pourrait, je pourrais l'exporter dessus, mais en fait déjà il y a une musique copyright dessus, contrairement aux musiques que j'utilise maintenant sur mes vidéos. Mais la vidéo existe, le Mont Perdu, vous trouverez ça facilement sur YouTube, je pense. Bon, il y en a plein des vidéos du Mont Perdu, mais là, moi ma vidéo elle dure 3-4 minutes. Vous me reconnaîtrez dessus, même si je suis un peu plus jeune. C'est le Mont Perdu, Monte Perdido, je crois qu'il est en Espagne, ce mont, techniquement. Vous tapez Johan. De toute façon, je vous mettrai un lien pour ceux qui sont sur YouTube dans la description. Peut-être dans la description du podcast, si je peux aussi. Et vous tapez Johan Mont Perdu sur YouTube, à mon avis, vous trouverez. Voilà, c'était une super expérience. Un peu dangereux quand même, parce que mine de rien, c'est un pic qui culmine. L'ascension finale est vraiment pas... elle fait pas rigoler. L'ascension finale, elle passe notamment par le crachoir, ça s'appelle, qui, si on le résume, c'est une grande pente vers le sommet, évidemment, mais qui a la réputation d'être enneigée une certaine partie de l'année. Et en fait, donc c'était le cas cette année-là, enfin à ce moment-là. Et en fait, la réputation du crachoir, il me semble, si cette anecdote, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revérifié, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui glissent sur cette pente-là et qui, ne pouvant pas s'arrêter sur la neige plus ou moins glissante, plus ou moins gelée peut-être, finissent en bas sur des rochers. Donc ça, c'est l'anecdote qui te fout la pression un petit peu, que je fais ça une semaine avant la course. Et c'était trop bien, ça m'a permis de faire autre chose que de la course à pied, peut-être de travailler du dénivelé différemment. Je ne sais pas si ça m'a été bénéfique ou pas, c'est très difficile à analyser ça. Une activité tellement différente du programme d'entraînement pour de la course à pied, je ne sais pas si ça m'a servi, je pense que ça m'a déjà boosté en termes de... je sais comment dire peut-être, mais en termes d'ego, même en termes d'ego, de capacité à faire des trucs dans ma vie, parce qu'au final, la sortie était sur 2 jours avec un refuge au milieu, en montagne. En tout, c'était 32 km avec 2200 mètres de dénivelé. Donc le ratio distance-dénivelé est pas dégueu, c'est pas non plus immense. Il y a beaucoup plus sévère. Et par exemple, il y a le Mont Calme que j'ai fait récemment avec 2 vidéos en trail et en randonnée. Le Mont Calme, c'est 20 km aller-retour avec 2000 de D+. Donc c'est déjà plus pentu. Mais bon, bref, le Mont Perdu, voilà, ça a été une expérience... très particulière, très bizarre à une semaine de la course, et donc j'ai enchaîné 2 gros événements dans ma vie, à une semaine d'écart, sur des week-ends très différents. Que je ne referai pas forcément ça de nos jours. Après, ça dépend des plannings, des fois on peut pas décaler un événement et on veut quand même le faire, donc voilà, l'occasion de faire le Mont Perdu, c'était une occasion que j'ai prise, et c'est vrai que vu l'expérience que ça a été, ça aurait été dommage de pas la prendre. Et voilà, que dire de plus sur cette année-là, que c'était trop bien. En termes de nutrition, je pense que j'ai fait relativement attention.
sans trop me prendre la tête non plus. Je parle des semaines avant la course, hein, des 2 mois avant. J'ai dû faire à peu près attention en me faisant plaisir aussi. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un repas même la semaine, en milieu de semaine avant la course, qui était où j'ai bu de l'alcool sûrement, où j'ai mangé des trucs, des cakes au saumon, des je sais pas quoi, bref. À l'époque j'étais en coloc aussi, c'était les débuts d'une coloc avec des potes, et ce groupe-là faisait... Ouais, on faisait des plats, on faisait quand même attention à ce qu'on mangeait, je crois. On mangeait sainement quand même si on se faisait plaisir évidemment. Et je voulais essayer de noter un truc au fil des années à Marseille-Cassis, c'était le sommeil avant la course. Malheureusement, j'ai pas l'info sur 2018, combien de temps j'ai pu dormir. Est-ce que j'ai bien dormi? Je pense qu'il y a eu de la pression, c'est difficile de trouver le sommeil. On gagne 1 heure de sommeil cette nuit-là, mais voilà, après je peux pas vous dire spécialement. C'est une petite parenthèse et on va essayer d'embrayer parce que l'épisode va durer 1000 ans sinon. Il faut savoir que une nuit avant une course, si on a bien fait attention les nuits précédentes, qu'on fait attention au sommeil tous les jours, et c'est ça le plus important dans la vie, c'est de faire attention au jour le jour, vraiment, à avoir un bon sommeil, en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Si on fait attention au global, au jour le jour, la dernière nuit avant une course, même s'il est court et potentiellement d'assez mauvaise qualité, si on dort que 5 heures, c'est pas idéal, même si c'est ça, même si on rate sa nuit, c'est pas très grave. On a une certaine résilience et on peut se permettre de faire une course en ayant eu une nuit pas très bonne. Tant que c'est pas les 2 mois avant la course où on a des nuits de merde, normalement on s'en sort. Voilà, là c'était la première édition et le groupe était lancé un petit peu. Là on avait une vraie fidélité entre nous, on était lancé, on avait une synergie, donc après on courait régulièrement de temps en temps. Et la question s'est vite posée à mon avis, est vite revenue, notamment par le fait que Marseille-Cassis, les inscriptions se déroulaient à l'époque autour de mars. Donc en mars 2019, une certitude, on repartait pour Marseille-Cassis et donc on s'est inscrit pour cette nouvelle édition 2019 qui devait être donc les 40 ans de Marseille-Cassis. 2018 c'était la 40e édition, 2019 c'était les 40 ans. Et donc là je vais pas vous refaire tout le topo de la préparation, etc., etc. Je vais juste aller sur mon Strava. Vous entendrez peut-être des clics par-ci par-là, parce que j'essaye de retrouver, voilà, 2019, et le titre est assez explicite, Marseille-Cassis 2019, chaleur, point d'exclamation. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Particularité, c'est que ce coup-ci, donc il y avait toujours cette émulation avec le groupe de base, Marseille-Cassis, donc les 4 avec qui j'ai couru en 2018, mais cette fois-ci, c'est rajouté pas mal de gens, en fait, où on a fait un week-end... oui, j'en ai pas parlé, en fait, mais à l'époque, en 2018, les femmes et enfants de Yannick et Mika ont fait la surprise de venir sur Cassis le samedi soir et d'être présents, surtout, le dimanche, pendant la course, pour nous encourager sur le parcours. Donc ça a été une belle surprise pour eux, même pour moi, c'était super sympa. Il y avait mes nièces... C'était un facteur en plus. C'est vrai que j'en ai pas parlé, je l'ai oublié en fait, mais c'était un facteur en plus qui faisait que tout était parfait en fait. Il y avait vraiment tous les événements qui étaient là. Le truc qui aurait pu se rajouter, c'est qu'il n'y avait pas mes parents cette année-là, en 2018. Mais justement, en 2019, on était tout un groupe beaucoup plus étendu, puisque donc non seulement il y avait toujours les mêmes 4 dont je faisais partie, mais il y avait les femmes et enfants de tout le monde. J'ai un léger doute sur Mika parce que je vois pas sur la photo. Il est possible qu'il n'y avait pas du côté de Mika, mais après voilà, il y avait les autres. Il y avait mes parents, et puis j'étais avec 3 autres potes avec qui j'ai couru cette édition des 40 ans. Et donc moi cette fois-ci, j'ai pas logé avec le groupe de base, j'ai dormi avec mes potes à moi, on avait fait un Airbnb sur Cassis. Voilà, alors la prépa, je saurais pas vous dire, enfin j'avais noté vite fait. Il y avait eu plus d'entraînements, il y avait eu 35 entraînements sur 10 semaines, donc pareil, 3 à 4 séances par semaine. Je ne sais pas vous dire si j'avais suivi un plan cette fois-là, il est possible que non. Pareil, il y avait du vélo de temps en temps, j'avais remplacé certaines séances quand je me le sentais, ou j'avais ajouté du vélo entre les séances peut-être, de temps en temps, mais je n'avais pas fait énormément non plus. Un truc qui est sûr par contre, et ça je l'avais noté, on verra l'impact éventuellement, c'est qu'en termes de nutrition... En fait, cette année-là, j'avais été embauché dans une entreprise en janvier 2019 et au self de cette entreprise, donc c'est bien, le midi on mange au self, et je mangeais les desserts sucrés qui étaient proposés tous les jours quasiment. Je prenais un dessert, voilà, des gâteaux, des tartes, des crèmes, des trucs comme ça.
Et je pense que je faisais un peu moins attention de façon générale. J'avais peut-être pris la confiance en me disant, si tu manges bien, vu que tu cours bien, tu vas alimenter la machine. Il faut nuancer un peu, il faut faire attention à ce qu'on mange, et peut-être que je faisais pas attention trop à l'époque à ça. En tout cas, cette année-là, j'ai pas couru avec le t-shirt spécifique qu'on avait fait l'année d'avant. Par contre, vous aurez remarqué peut-être que cette année-là, j'avais la casquette que j'ai toujours à l'heure actuelle, qui fait partie de mes accessoires, mais surtout mon accessoire, je pense, en tant que youtubeur un petit peu. À l'époque, j'étais toujours pas youtubeur d'ailleurs. Mais voilà, la casquette est née avant ça, avant YouTube. Alors elle est née de quoi la casquette? En fait elle est née pareil du groupe de 4 avec qui on avait fait les t-shirts l'année d'avant. Et là je crois que c'est mon frère qui voulait une casquette, notamment parce que lui il n'en avait pas spécialement. Il voulait se faire une casquette un peu à l'image de nous et surtout de lui. Franchement ouais, on aime beaucoup manger, j'aime bien manger quand même quand je peux. Et c'est vrai que mon frère c'est pareil. Et du coup lui il voulait se faire une casquette avec un truc personnalisé, avec peut-être un burger dessus, quelque chose comme ça, quelque chose qui rappelle le fast-food et voilà, le kiff à ce niveau-là, avec nos noms en fait sur la casquette. Moi, ce qui me paraissait logique et parfait pour moi, c'était de me faire une casquette qui serait un peu moins ridicule, parce qu'en fait le coup des burgers c'était un peu con, c'était rigolo mais bon voilà. Et moi en fait, je me suis dit attends, mais mon surnom c'est La Frite. Et du coup, pareil, encore une fois à l'époque, il n'y avait pas l'idée de faire une chaîne YouTube, il n'y avait pas l'idée d'être Yo-Yo La Frite. Il y avait juste mon surnom, La Frite. Et je me suis dit, bah vas-y, vu qu'ils se font des trucs avec des burgers, moi je vais la personnaliser avec un logo de frites et je vais écrire La Frite dessus et voilà. Et donc je me suis fait une casquette personnalisée, vraiment très différente des autres parce qu'eux ils avaient choisi des casquettes bleues, blancs. Moi je voulais un truc cohérent visuellement et donc j'avais trouvé un logo de frites, donc la fameuse barquette rouge avec des frites dedans. Une frite qui courait en l'occurrence parce que je voulais rattacher ça au sport en me disant je vais m'en servir pour courir. Et voilà, la casquette du coup elle était pas bleue mais elle était rouge et blanche. Bref, je me suis fait cette casquette, eux ils ont fait les leurs, et c'est comme ça qu'est née cette casquette là que j'ai toujours aujourd'hui, qui a bien vécu. Je la mets toujours mais j'avoue qu'elle s'abîme, parce que déjà il y a le logo qui commence vraiment à s'effacer, on lit plus très bien La Frite d'ailleurs je crois, il y a des lettres qui s'effacent un peu plus. Et puis aussi la fixation derrière avec les clips là pour régler la taille, il y en a qui se sont pétés, en fait ça s'est fissuré, donc là elle a le réglage qu'il faut mais elle tient que par 3 bouts et il suffit qu'il y en ait un autre qui pète et je pense que ça sera difficile de la remettre tout le temps, donc au bout d'un moment il faudra que je pense à changer cette casquette, mais tant que je peux la garder, je pense que je la garderai toujours avec moi parce que c'était ma première casquette en tant que Yo-Yo La Frite. Et voilà, elle a une place de choix dans mon cœur. C'est con, hein, c'est une casquette, mais bon. Et puis elle nous avait coûté 15 balles peut-être, voilà. Et donc on peut la voir sur la photo, qui représente pas mal la course. À chaque fois j'essaye de faire une photo que je veux vraiment avoir, parce que je sais pas, sur cette course-là j'adore. Et la première fois d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la première fois j'avais pas une dégaine de coureur comme les coureurs d'aujourd'hui avec des trucs très techniques. J'avais un short assez épais d'ailleurs. Un peu genre un short j'ai envie de dire qu'on pourrait trouver à l'époque, un short de basket, un peu épais qui me tombait presque jusqu'au genou. J'avais ce t-shirt qu'on s'était fait, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais c'est mon frère qui s'était occupé de faire les t-shirts. Et comme il y avait un stock limité, moi, ils avaient décidé de me mettre du L alors que j'avais demandé du M, et le t-shirt était un peu trop grand pour moi. On voit aussi sur les images de 2018 que j'avais des écouteurs filaires pas très confortables, que j'avais le téléphone au bras. Il n'y avait pas grand chose qui allait. Enfin, entre guillemets, parce que j'ai fait une performance trop bien. Et de nos jours, j'arrive plus à faire des performances comme ça en ayant des équipements un peu plus spécialisés. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment des gains mineurs, les équipements. Et ce qui compte, c'est avant tout le coureur lui-même et son entraînement. Enfin bon, là, je souligne une évidence. Bref, sur 2018, j'étais un peu mieux équipé. Du coup, on voit que quand même, ça ressemble plus à un coureur d'aujourd'hui, quoi, avec un t-shirt technique, proche du corps, très léger, dans un tissu léger. Le short aussi, beaucoup plus court et technique. Cette année-là, à Marseille, 2019, il faisait très chaud. Alors c'est très bien en termes d'environnement, c'est très bien en termes de paysage et de cadre, c'est très beau, c'est magnifique, on profite à fond de l'environnement qu'on a autour. Comme je vous disais, on voit bien la Gineste quand on monte, et autour de soi, on voit toute la foule qui s'étire au loin devant nous et derrière nous aussi. Les 20 000 coureurs, c'est un truc de folie. D'ailleurs, je parle des 20 000 coureurs, ça me fait penser au classement. Je ne l'ai pas noté
Enfin, je vous l'ai pas dit sur la course d'avant, mais je l'ai noté juste avant. Comme je le dis, le classement, c'est surtout une façon de se positionner. Enfin, évidemment, mais je veux dire de savoir où on est par rapport aux autres. Ce qu'on vaut à peu près cette année-là, sur cette course précise. Parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs qui jouent. La météo, la température, je sais pas, d'autres conditions du parcours qui peut changer. En l'occurrence, Marseille-Cassis, c'est fixe comme parcours, mais sur des trails et tout ça, la technicité et tout. Le classement permet de savoir où on se situe, quoi, de placer un curseur un peu dans une plage. Alors que si on parle de chrono pur et dur individuel, on peut jamais comparer un trail de 20 bornes très technique avec un trail de 18 bornes où c'est plat, par exemple. Et où on aura un chrono qui est largement meilleur, mais en fait, c'est pas le même curseur à déplacer. Il y a plein de conditions qui font qu'on n'a pas des chronos comparables, quoi. Tout ça pour dire que sur 2018, Marseille-Cassis, j'étais 6032 sur 18 760. Bon, j'arrondis, j'étais 6000 sur 18 000. Donc j'ai fait premier tiers, une de mes meilleures performances en l'occurrence. Marseille-Cassis 2019, comme je l'ai dit, il a fait très chaud. La fin était très difficile, encore une fois, donc comme la première année. Et je ne vais pas garder ça plus longtemps, j'ai fait 1h52, temps officiel 1h52, 44 secondes. En gros, j'ai mis 5 minutes de plus. 5 minutes de plus que 2018. Donc c'est pas non plus si énorme, mais bon, sur le chrono que j'avais fait, c'est quand même un petit morceau en plus. Mais malgré tout, au classement, je suis 5800 sur 18 200. C'est-à-dire qu'en gros, je suis équivalent à 2018. Je suis dans le premier tiers, encore une fois. Donc, finalement, ma performance est similaire. Comme il a fait très chaud, beaucoup de gens ont mis plus de temps aussi. Donc très difficile à gérer, là, il n'y a pas eu de brouillard, il n'y a pas eu la température aussi basse. J'étais quand même habillé léger, j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là, j'étais en short t-shirt, ça paraît évident, hein, mais parfois on peut avoir un peu froid le matin et se dire je vais mettre des manches longues et le regretter. C'est là où les manchettes de sport peuvent être intéressantes d'ailleurs, parce qu'on peut les enlever facilement pendant la course. Mais bon bref, voilà, il avait fait très chaud, donc j'ai eu un chrono un peu moindre, qui m'avait quand même pas paru déconnant, enfin j'étais plutôt satisfait. Et je crois, et en fait j'aurais dû garder Kikourou ouvert. En fait, il me semble que mon frère a fait mieux cette année-là. Donc moi, j'ai fait 1h52-40. L'année d'avant, j'avais fait 1h47 et mon frère 2h02. Et cette année-là, mon frère, en 2019, a fait 1h42 et 45 secondes. Donc là, il nous a fait une belle performance. Et il peut en être fier, en effet. Michael aussi m'avait dépassé cette année-là, en 2019, puisqu'il avait fait 1h45 et 28 secondes. Donc très beau chrono aussi. Parmi le groupe, il y avait François, il me semblait bien que c'était ça. François avait fait 2h10 cette année-là, donc encore moins bien. Et je pense ça l'avait un peu saoulé, ça. Il était pas très content de lui. Donc, je peux le comprendre, Je sais très bien ce que ça fait, donc, je comprends. C'était top aussi, avec là, un vrai bon week-end avec plein de monde. Il y avait des potes à moi, il y avait la famille, il y avait, voilà, on a bien profité avec mes nièces et tout. Performance légèrement moins bonne, mais pas non plus choquante. Finalement. Pareil, j'ai 20,3 km à la montre. Donc la course fait officiellement 20, mais je sais pas, ça dépend des chronos, ça dépend des montres GPS peut-être. Moi, ça a l'air constant, en tout cas, ces 2 années-là. Pareil, j'ai 171 battements par minute en moyenne. Un final qui est monté moins haut. J'ai peut-être un peu plus lâché l'affaire. Je pense que j'ai un final qui pète un peu moins en termes de vitesse, d'après ce que je vois. Voilà, bon globalement c'est une un peu moins bonne performance, mais dans des conditions un peu plus difficiles, donc finalement c'était pas si déconnant. À peu près aussi en forme cette année-là que en 2018. Édition encore une fois très très chouette, très très kiffant, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai noté que là j'avais les stats de la montre je pense, j'ai une durée de sommeil officielle de 7h54, donc une bonne nuit en termes de durée, après avoir en termes de qualité, je sais pas, mais voilà ce que j'ai noté. Pour les éditions suivantes, eh bien, la suivante, vous vous en doutez, c'est pas 2020, pour des raisons que tout le monde connaît, à cause du Covid, pas eu lieu, me semble, à Marseille-Cassis 2020, par contre, donc, 2021, on était de retour. Alors, je dis on, mais cette fois-ci, on n'était que 3. François n'a pas souhaité se réinscrire, peut-être justement en raison déjà du Covid qui était passé par là, et puis de l'édition d'avant, où voilà, il se sentait pas... il avait fait un chrono moins bon, donc il avait lâché l'affaire, plus ou moins. Donc on n'était que 3. Particularité du coup cette année-là, je le précise, c'est que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez la trouver facilement. Je précise que cette vidéo par contre elle date un petit peu maintenant à l'échelle de ma chaîne, qui donc ma chaîne a été créée fin 2019.
Et donc là, octobre 2021, ça a été même posté peut-être en novembre, enfin c'est sûr même. J'étais beaucoup moins talentueux, je vais dire, beaucoup moins skillé pour faire des vidéos, notamment avec des voix off, que je ne le suis aujourd'hui. Donc si vous la regardez aujourd'hui, même moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu cette vidéo. En termes de rythme, en termes de façon de faire les voix off, déjà c'est pourri le son. Je trouve, c'était au micro-cravate et il y avait 2 enregistrements très différents l'un de l'autre qui avaient été faits pas les mêmes jours et on voit bien la différence, on l'entend en termes de rendu sonore, bref, c'est bordélique, mais la vidéo est intéressante pour voir un peu ce que ça donne la course cette année-là, donc je vais me la revoir un petit peu pendant que je commente pour essayer de vous faire un petit peu penser à tout, parce que bon, cette année-là, il y a plusieurs choses à dire, parce qu'encore une fois, ça a été une année très différente. Donc déjà, comme je l'ai dit, il y a eu le Covid l'année d'avant, donc la course n'avait pas eu lieu. Cette année-là, ce qui visiblement était prévu, c'était du vent et de la pluie pour la course, donc c'était pas idéal, ça inaugurait pas un truc extraordinaire pour l'édition, mais bon, ça allait la rendre un petit peu plus piquante, on va dire. Donc du coup, là dans ma tête, je m'étais dit que le chrono, c'était pas forcément la peine d'essayer de faire un truc de fou, j'allais faire ce que je pouvais sans plus, on va dire. J'ai noté un truc, c'est que j'ai fait moins de séances de seuil que d'habitude pendant cette préparation-là. Je crois que j'ai suivi un plan... Ouais, cette fois-ci, là, j'ai suivi un plan lepape.com. Alors, enfin, lepape-info. Donc, je ne sais pas à quel point ce plan était adapté. Je crois que c'était un plan spécifique Marseille-Cassis ou semi-marathon avec du dénivelé. Je sais plus. Bon, en tout cas, ça a marché moyennement, visiblement. J'ai pas assez fait d'intensité au niveau de mon cardio, sans doute. Notamment dans les séances de seuil. Je suis pas allé taper très haut, je pense. Pas assez haut, pas aussi haut qu'avant, je ne sais pas. J'ai fait quelques fractionnés en côte, j'ai fait du seuil en côte, mais toujours à cette intensité plus faible. Donc je sais pas si le plan était très bien exécuté, s'il était très adapté. En termes de nutrition, pareil, je peux pas vous dire, on sortait de Covid, d'une grosse période de Covid de un an et demi. J'ai pas dû me dire que c'était important. Là, j'ai essayé de reprendre du plaisir aussi. C'était le retour sur Marseille-Cassis, c'était déjà le plaisir qui primait, c'était le plaisir de pouvoir faire la course, après avoir connu le Covid qui nous avait tous chamboulés. J'ai noté que le sommeil avant la course était de 7 heures, mais sommeil de qualité d'après ma montre, là je l'ai noté, 86 sur 100 le score, donc bon score. Après une durée de 7 heures, c'est pas énorme, mais avant une course, c'est déjà bien. Il faut savoir que sur ma dernière course à ce jour, les foulées d'Agen, que j'ai fait en vidéo, allez voir la vidéo si vous le voulez, très content de cette course. La nuit avant, j'ai fait 4h40 de sommeil, parce que là, je me suis levé à 6h du matin, mais avec le rythme que j'avais d'habitude, je ne pouvais pas dormir assez tôt, j'ai pas réussi à m'endormir, et bref, j'ai fait une nuit courte, mais qui a été, ça m'a pas impacté à ce point-là pour faire la course, donc encore une fois, vous voyez, le sommeil n'est pas si important, et une nuit de 7 heures avec un score de 86 sur 100 avant Marseille-Cassis 2021, c'est un bon score, j'ai envie de dire. Donc que dire de cette édition ? Donc il y avait que mon frère et Mika, et en plus Mika lui était blessé au pied, il me semble, je sais plus exactement, ou une côte, peut-être une côte. Je confonds plusieurs blessures, mais bref, il était blessé, donc il est venu avec nous, mais malheureusement il n'a pas pu participer à la course. Donc on a fait le trajet en voiture avec beaucoup de pluie, donc c'était vraiment le week-end assez pourri. C'était gris, c'était la grisaille. C'est drôle parce que l'arrivée sur Marseille, donc le samedi on va récupérer les dossards, à chaque fois c'est comme ça, on peut pas récupérer les dossards le jour de la course. On va au stade, à côté du stade Vélodrome, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais on va sous la pluie donc chercher nos dossards. On avait Mika qui avait un magnifique parapluie Najac. Najac, c'est un village en Aveyron, très joli. On récupère nos dossards et comme d'hab, on profite du salon pour profiter. On profite pour profiter, tout simplement. Et après, on se fait un petit tour autour du stade. On va manger des gâteaux. On a mangé des gâteaux à côté du stade, dans un cheesecake factory, cake factory, je sais plus comment ça s'appelle, un truc en factory & Co, voilà. Et après on s'est fait, vu qu'on allait à notre logement à Cassis, qui était l'hôtel cette fois de nouveau, le Lyoto il me semble, on se fait la Gineste en voiture, à chaque fois c'est le petit repérage pour se rendre compte à quoi ça ressemble de nouveau, sous la pluie, vraiment c'était horrible, c'était sous la pluie quoi, tout simplement. Donc ça nous mettait vraiment dans une ambiance bizarre avant la course, là ça donnait pas envie spécialement, mais bon, il fallait bien faire avec.
Et bon voilà, on arrive sur la partie de la vidéo que je cherchais, c'est qu'en fait cette année-là, je vous l'ai décrit en détail sur la vidéo, je m'étais fait une stratégie. Donc ce que je vous ai dit, si je cherchais quand même à faire un chrono, visiblement, au dernier moment, j'ai dû me décider à faire ça, de faire un chrono, enfin quelques jours avant en tout cas, de me faire un chrono précis, avec un guide fait avec la montre. Alors c'était l'occasion de tester une fonctionnalité aussi pour moi, avec la montre, qui permet vraiment d'avoir kilomètre par kilomètre, en fonction du profil de la course, des allures précisément à tenir si on veut respecter un chrono, et qui est censé nous guider en fonction de notre profil. Si on est plus fort en montée, etc., etc. Et si on veut faire un négatif split. Bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'avais eu ce guide-là que j'avais chargé sur ma montre pour essayer de faire 1h45. Voilà, c'était mon objectif, assumé, puisque c'était écrit noir sur blanc. Spoiler alerte, j'ai pas réussi. En gros, là, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que je me suis vraiment mis bille en tête, je sais pas si c'est le bon terme, je me suis mis martel en tête pour faire ça, pour suivre ce chrono. Je pense que c'était trop exigeant de base déjà, mais en plus, c'était trop exigeant en termes de ratio montée-descente. Sur la montée, je me suis autorisé à ralentir beaucoup trop en termes d'allure, sur les allures chargées dans la montre. Et dans la descente, j'avais prévu d'aller beaucoup trop vite. J'aurais dû rééquilibrer ça dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi je me suis mis à prendre la confiance comme quoi je pouvais aller vite en descente. Alors que pourtant, je suis plutôt réputé comme étant plutôt fort en montée d'habitude. Alors c'est moins vrai ces derniers temps à cause de ce qui m'est arrivé physiquement, mais ça a tendance à revenir un peu en s'entraînant. Mais bref, je pense que là, j'étais parti dans un délire. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon, j'étais parti dans ce délire-là dans la descente, tu vas aller super vite. Parce qu'en fait, quand je regarde, j'ai des allures en descente là où je dois taper du 4,23. Quand vous l'avez vu sur la première année, j'avais fait du 4,30 au mieux. Et là, j'ai du 4,23. Ouais, j'ai du 4,55, 4,26, 4,23 sur 2 km. 4,26 et 4,23 à tenir sur la grosse descente. Puis 4,48, 4,46. Là, on est sur le plat à la fin. Hein. 4,46, c'est chaud quand même. Hein. Après 20 km de course quasiment. Bref, c'était surdimensionné. On m'a sûrement un petit peu averti de ça, mais pas beaucoup. Voilà, le soir, on a fait un resto avec Mika et Yannick. Eux, ils ont bu quelques ricards. Moi, j'ai bu une petite bière quand même, histoire de dire, mais pas plus. En termes de nutrition, j'avais testé un gâteau sport une semaine avant, où c'est une préparation en poudre que tu mélanges à de l'eau, tu fais cuire au four, et c'est un gâteau très digeste avant de sortir, courir. Tu peux même le manger 1 heure avant. C'est beaucoup plus facile à digérer que la plupart des aliments quand tu fais un petit déjeuner classique. Et donc j'avais pris une moitié d'un gâteau comme ça. Pareil, je pense que c'était beaucoup trop en termes de quantité, mais c'était marqué sur le produit, tu peux prendre une moitié de gâteau, il me semble. Hein. Voilà, avant une course. Bon, j'ai fait ça, mais techniquement, moi, je m'écouterai aujourd'hui, je mangerai beaucoup moins quand même, avant cette course. Beaucoup moins en quantité. Surtout un gâteau comme ça, même s'il est léger à digérer, visiblement, c'est quand même un gros morceau. Le matin de la course, il pleuvait, il y avait de bonnes gouttes. C'était une pluie assez fine, mais bon, il pleuvait un petit peu, donc vraiment l'ambiance, voilà. Et du coup, à cause de ça, je suis parti en manche longue. Ça va avoir son importance, je pense. Un truc à savoir aussi, c'est qu'on avait les masques. On avait les masques puisqu'on sortait du Covid et que c'était des conditions particulières pour tout le monde. Cette année-là, pas de traversée du vélodrome. Pareil, je pense que c'est pour les conditions sanitaires. Ça avait été enlevé du délire, ça. Je sais pas si c'est revenu depuis, on verra bien cette année. Et bref, voilà, on était avec mon frère sur le départ, qu'on a pris ensemble, parce que j'ai pas précisé un truc, mais je crois qu'en 2018, on s'est retrouvé à faire des départs décalés, parce qu'on avait des heures attribuées qui étaient différentes, tous les 4. Donc j'étais parti le premier, je crois, cette année-là. Et donc là, voilà, 2021, on part avec mon frère ensemble. Et que vous dire de cette course ? Il y a eu beaucoup de vent en première partie, donc assez pénible. Particulièrement dans la montée de la Gineste où le vent s'est réveillé, il y avait vraiment des grosses rafales. Mais avant le vent, moi j'ai eu un problème déjà, c'est que j'avais une douleur à la cheville droite dès 2 km parcourus. Et en fait, j'ai eu cette douleur pas très incapacitante, mais pas très agréable quand même. C'est plutôt une douleur sur le dessus de la cheville en l'occurrence. Pas à la cheville comme si je m'étais fait une entorse. Et en fait, au 12e kilomètre, j'ai noté que j'ai desserré mes lacets pour essayer de soulager cette douleur. Donc ça veut dire que j'ai fait 10 km avec cette douleur quand même. Ça n'a rien changé. J'ai couru quand même avec ça. Et surtout, je note autre chose, c'est que j'ai eu des douleurs dans les côtes lorsque j'inspirais fort, donc vraiment quand je prenais des grandes inspirations, ce qui peut arriver quand même assez souvent pendant une course comme ça où tu essayes d'aller à fond. J'ai eu ça du 10 au 15e kilomètre. Donc plutôt sur les parties de plat ou descente légère.
Difficulté en plus, physiquement, j'étais pas au top du top à ce moment-là. Alors est-ce que c'était un résidu de Covid? Est-ce que c'était une sensation à la con? Qui d'ailleurs me fait un peu penser à ce qui m'est arrivé avant mon embolie pulmonaire fin 2023. Donc comme quoi peut-être il y avait... Mais je pense pas que ce soit ça, mais bon, il y a des symptômes, des fois tu les expliques pas bien. C'est difficile de savoir. Ah oui, sur Strava, j'avais noté pas mal de choses. Donc j'avais la douleur assez peu gênante au-dessus de la cheville droite. Mais ça a fini par être chiant à force, évidemment, au bout d'un moment, la douleur, elle est pénible. Donc après, il y avait ces douleurs dans les côtes, il y avait le vent avant la gineste, qui était bien chiant, et alors, voilà, ça c'est important de le dire, parce que j'ai dit qu'il pleuvait les jours d'avant, et même le matin, mais mine de rien, le soleil était là, globalement, il faisait pas si froid. Et ça, c'est un facteur qui joue, parce que, on le voit sur les photos, cette fois-ci, j'avais des manches longues, une sous-couche que je mets souvent l'hiver, qui est très pratique quand il fait froid, mais quand il fait juste un peu frais, voire pas très 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 frais finalement, avec du soleil, bah, tu peux vite avoir chaud là-dedans. C'est une sous-couche haut de l'eau qui a une capacité thermique qui marche dans les deux sens d'ailleurs, mais qui marche surtout pour le froid quand même, et donc qui tient chaud très facilement. Et donc là, bah, j'avais ça, et je pense que ça m'a desservi en plus de tous les autres facteurs. J'ai surchauffé, sans doute. Résultat final, sur cette édition 2021, 20,3 km toujours sur mon activité et 1h56 et 29 secondes. Alors c'est pas le temps officiel, c'est mon temps sur Strava. Bon, 1h56 et 28 secondes en temps officiel. Et ce coup-ci, j'étais 5800, allez 5900, j'arrondis là, sur 12 600. Donc en fait, j'avais à peu près la même position que d'habitude, dans les 6000, sauf que cette fois-ci, on n'était pas 18 000 finishers, mais 12 600. Donc, je pense qu'à cause des conditions météo et aussi à cause de ce retour post-Covid, on était moins nombreux sur la course et voilà. Je me retrouve dans la même position que d'habitude, mais là, cette fois-ci, j'ai fait un top 50 quand même. J'étais au-dessus de la moitié du classement, donc j'étais quand même pas si mal, mais moins bien que les 2 années précédentes. Donc, encore une fois, j'ai perdu quelques minutes sur mon chrono. Cette fois, j'ai pas perdu 5 minutes, j'ai plutôt perdu 4 minutes. Mais voilà, d'ailleurs mon titre sur Strava c'était Marseille-Cassis 2021, ah bah ça valait le coup d'en faire tout un foin. Parce que visiblement j'avais dû me dire que je m'étais préparé encore une fois, de ouf. En tout cas j'avais préparé le coup pour essayer de décrire tout mon process d'entraînement, et finalement je fais encore moins bien, donc voilà. J'étais un peu déçu, je l'avoue, cette année-là, je m'en suis pas caché. Mais bon, encore une fois, je me suis dit, c'était retour de Covid, voilà, la course était kiffante. Cette année-là, en l'occurrence, je vous avais fait une vidéo, donc c'était pas facile à gérer, mais c'était quand même une belle vidéo avec de beaux paysages à vous montrer. C'est vrai qu'il y avait du soleil, ça se voit qu'il faisait quand même pas si froid, hein. Et j'étais en manche longue, et il y avait pas beaucoup de gens autour de moi en manche longue. Bon, il y avait des gens avec des pulls ou des vestes, enfin des pulls, voilà, des trucs longs. Mais ouais, beaucoup de gens avaient des manches courtes quand même, et eux ils étaient bien, je pense, en termes de sensations. Bon, on a la médaille à chaque fois, je vous l'ai pas décrit d'ailleurs ça, mais il y a des plutôt jolies médailles à chaque fois, sauf que au fil du temps, on a tendance à faire plus écologique, ce qui est bien d'un côté, je l'avoue, mais ce qui nous éloigne des médailles en métal plus classiques qu'on peut avoir et qui étaient jolies sur les premières éditions, je trouve quand même. C'était peut-être pas les plus belles médailles, mais elles sont quand même jolies. Là, on a pour la première fois, c'était un truc un peu polémique, et Mika avait un avis très tranché là-dessus, qui disait, c'est une médaille en bois, quoi. C'est littéralement une médaille en bois, et du coup, c'est pourri pour lui. Bon. Je la trouve jolie quand même, celle-là, celle de cette 42e édition. Là. Voilà, le design est sympa. Après, c'est vrai que c'est une médaille en bois. Bon, je trouve pas ça dérangeant, techniquement. Voilà. Tant que la médaille est jolie, moi je suis plutôt content. Après, c'est vrai qu'avoir une vraie médaille, entre guillemets, une vraie médaille en dur et vraiment en métal, ça fait quelque chose. Je sais pas, c'est pérenne, c'est durable. Et le bois, le bois c'est un peu moins durable, ça va s'abîmer plus vite, ça peut prendre l'humidité, des choses comme ça. Après, je suis pas très exigeant, je me contente juste de dire que c'est vrai que j'ai une petite préférence aussi pour les médailles en métal. Celle-là, je la trouvais plutôt jolie. C'était juste pour dire ça parce que je la voyais dans ma vidéo, là. Ensuite, voilà, parce que j'en ai pas parlé aussi sur les trucs d'avant, mais c'est vrai que quand on arrive, c'est déjà le gros bordel, parce qu'on marche pendant très longtemps le long de cette avenue dont je ne connais pas le nom, et on cherche déjà les autres avec qui on était, quand on est accompagné. C'est très long. Il y a la remise des médailles, donc on avance dans cette affluence de coureurs qui ont fini, qui sont fatigués. On nous donne des trucs à boire, à manger, des fraises tagada, des Haribo, ce que tu veux. Je sais pas ce que je voulais dire d'autre.
que c'était donc une année légèrement décevante. Alors pour clôturer cette édition-là, 2021, en fait ma philosophie après ça, c'était que je pouvais me trouver 1000 excuses ou 1000 raisons, il y a plusieurs façons de l'aborder, pour expliquer cet échec, entre guillemets. Mais je m'étais dit qu'il fallait surtout prendre du plaisir, essayer de moins de se prendre la tête sur les chronos comme je sais le faire, et je sais encore le faire de nos jours, se prendre la tête, mais j'essaye de vraiment prioriser les choses dans la vie, au fur et à mesure que la vie avance aussi, au fur et à mesure que j'ai eu des échecs plus ou moins forts en course à pied, et me dire que c'est pas si grave, et que l'important c'est d'être en forme, et surtout voilà, des échecs dans la vie perso, puisque j'ai eu cette embolie pulmonaire, et voilà, j'essaye de revenir à quelque chose de plus sain dans ma pratique, pour la tête aussi, pour le mental. Mais bref, je m'avance un peu d'ailleurs, parce que là on est toujours sur 2021, là je suis en train de parler sur 2024, mais bref, voilà, ma philosophie déjà à l'époque c'était de shifter un peu plus sur des trucs plus sains pour la tête et moins prise de tête, voilà, en gros. Et c'était l'objectif aussi après le Covid, c'était vraiment de retrouver une pratique plaisir, sans forcément se prendre la tête avec des trucs qui vont peut-être te décevoir. Donc mettre moins d'enjeux sur des choses qui de toute façon à mon niveau ne sont pas si importants peut-être. On n'est pas des athlètes pros, et oui on veut faire des petits chronos pour être la meilleure version de soi-même, et ça c'est très louable, mais parfois bon faut pas trop se prendre la tête, surtout quand ça marche pas quoi. Bref, j'étais quand même très content de cette édition malgré tout, hein, c'était une belle expérience. Après ça, j'ai pas eu une année spécialement prolifique en termes de course à pied, parce que déjà 2021 c'était je l'ai pas précisé parce que ça a pas joué un grand rôle non plus dans cette prépa, mais ça a dû jouer sur le début de la prépa, peut-être que je l'aurais commencé avant si j'avais fait différemment, mais je sortais d'un voyage à vélo aussi, mon premier voyage à vélo en 2021, que vous pouvez voir en vidéo aussi sur YouTube, Yo-Yo la frite. Et voilà, j'étais sorti de ce voyage à vélo, donc j'avais pas un entraînement spécifique de course à pied jusqu'à fin août. J'avais passé beaucoup de temps sur un vélo et pas forcément à faire de la course à pied. Et j'avais même fait de la rando à la fin. Donc bref, des efforts très différents, et je sortais de ça, et je pense que Marseille-Cassis c'était le truc, la suite. J'avais pas cherché, c'était pas mon événement de l'année quoi, Marseille-Cassis, même si c'était encore un gros événement. Là il y avait des nouveautés dans ma vie, notamment ce premier voyage à vélo qui avait une place bien plus importante en termes de trucs de ouf quoi à faire dans sa vie. Là, l'événement de mon année 2021, je pense que c'était vraiment ça, c'était le voyage à vélo jusqu'en Bretagne, depuis Toulouse. L'année suivante, les mois suivants, je pense pas avoir été ultra prolifique. Il me semble qu'en décembre 2021, j'ai fait l'hivernal des Templiers, donc j'ai fait de nouveau le format que j'avais fait en 2017, donc un format qui m'était relativement accessible, 24 km à peu près, avec 1200 de D+. Là, c'était une époque où je recourais beaucoup avec un groupe de course à pied, avec qui on a fait beaucoup d'événements par la suite, les années suivantes, et que vous avez pu voir souvent en vidéo jusqu'à 2023, là. Et donc j'ai fait cet hivernal des Templiers en 2021, après Marseille-Cassis. Donc j'ai fait ça, et après 2022, j'ai fait des trails par-ci par-là. Donc là, je vais aller chercher les activités qui vont bien pour 2022, pardon. Mais voilà, 2022 a pas été une année ultra remplie en termes d'objectifs, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'on peut voir aussi que, si on revient sur 2023, j'ai fait beaucoup d'objectifs en première partie, et ensuite la deuxième partie, ça a été la dégringolade, il n'y a plus rien eu, quasiment. C'est des cycles dans la vie, donc ça marche par cycle. Qu'est-ce que je peux dire? J'essaie de retrouver mes notes. Alors, la nutrition très moyenne en septembre, puis à l'approche de la course et avec la forme qui revenait bien, j'ai soigné mon alimentation. Ok, donc ça c'est pas mal. Si, bah oui, mais alors voilà, il y a un truc très particulier pour 2022, il me semblait bien. Donc c'est la dernière édition à ce jour que j'ai pu faire. C'est que, et ça vous le savez si vous suivez ma chaîne assidûment, je revenais d'un pépin de santé puisque je m'étais cassé le bras. Cassé le bras en voyage à vélo. Alors pareil, c'était voyage à vélo 2 mois et demi avant la course. Là c'était Toulouse-Monaco, le voyage prévu, et malheureusement je me suis cassé le bras au bout du 2e jour. Je vous refais pas tout l'historique, vous pouvez le voir sur ma chaîne, mais je me suis fait mal, et fin août, j'étais en réhabilitation déjà de ce bras. Alors c'est pas une énorme fracture, mais c'était quand même un petit peu incapacitant, donc c'était pas idéal pour se mettre à préparer Marseille-Cassis. Donc évidemment, difficile de prétendre à faire quelque chose en termes de chrono avec des conditions comme ça à 2 mois de la course. Bon, c'est difficile de reprendre direct avec un plan d'entraînement, donc j'ai essayé de revenir en forme, et c'était déjà bien, avec une certaine forme, voilà, une forme acceptable on va dire.
Il faut dire que, et c'est pour ça que j'ai noté nutrition très moyenne en septembre, c'est qu'en fait, pendant que j'avais mon bras cassé et les jours après, je me suis concentré sur me faire plaisir, manger beaucoup pour me refaire, pour me refaire une santé. Je me suis dit ça en fait. Et du coup, j'ai aussi mangé des cochonneries et donc j'ai pas bien fait gaffe à mon alimentation. Donc ça, plus le fait que j'ai dû arrêter un peu la course à pied pendant que mon bras se remettait, j'avais pas une condition physique idéale. Ce qui fait qu'au total, j'ai fait 28 entraînements sur 6 semaines seulement. Donc un bon volume quand même. Ça devait être du 4 à 5 fois par semaine, je pense. J'ai fait pas mal de seuils sur les 2 dernières semaines. Mais 6 semaines, c'est une prépa très courte. Là, il n'y a pas à se cacher, à se voiler la face. C'était pas assez, surtout après la fracture. Mais je pouvais pas faire autrement, hein. Le planning était fixé. La date de la course, c'est la date. Avec une alimentation donc qui était pas idéale en début de reprise. J'ai fait par contre beaucoup de vélo. Beaucoup plus que les années d'avant, je pense. J'ai fait beaucoup de sorties plusieurs fois par semaine, en remplacement ou entre les séances, je pense. Est-ce que ça aide ou pas de faire du vélo, l'entraînement croisé, tout ça? C'est difficile, encore une fois, de voir l'impact. Sur les notes que j'ai là, je m'étais fait un truc pour comparer les années. J'avais essayé de plonger en détail vers les statistiques. Et là, l'analyse avant la course, j'ai noté quelque chose. Mon cardio, lors des dernières séances, semble indiquer que je suis entre la forme de 2018 et celle de 2019-2021. Donc ça veut dire que je suis dans une forme qui est moins bonne que sur ma meilleure année, c'est-à-dire 2018, mais qui est meilleure que 2019 et 2021. J'ai fait beaucoup plus de vélo cette année-là que les autres. J'ai eu une charge sur une période plus courte, bien plus intense sur chaque semaine, donc c'est cohérent aussi, puisque j'ai eu que 6 semaines d'entraînement, mais c'était plus intense, j'ai dû charger davantage. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, je ne sais pas. J'ai davantage travaillé le seuil que 2021, à des intensités efficaces. Donc c'est-à-dire que, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2021, j'avais des seuils où je tapais moins haut au niveau du cardio. Et là, je suis allé plus haut, justement, sur le cardio. Peut-être aussi parce que j'étais moins en forme et que le cardio montait plus facilement dans les hauteurs. Et j'ai marqué que j'ai bien fait attention à la bouffe lors des 2 dernières semaines. C'est un peu court de faire ça que les 2 dernières semaines, je pense, avec mon expérience d'aujourd'hui. Et le sommeil d'avant-course, c'était 7h15 minimum, voire plus. Parce que visiblement, je ne l'ai pas noté en détail, mais c'était, d'après mes calculs, au moins 7h15. J'ai pas de score de la montre. Bon, voilà. Donc cette année-là, au niveau du groupe qui était là, c'était particulier encore une fois. C'était de nouveau un peu plus resserré entre guillemets, parce qu'en fait, on était de nouveau avec Mika et mon frère. Mika, cette fois-ci, allait courir, mais il y avait des nouveautés et des nouveaux venus, des nouveaux et nouvelles venues d'ailleurs. On était 7 coureurs, et les gens qui se sont rajoutés, c'était les gens qui étaient sur les 6 heures de Villeneuve en juin dernier, récemment, où je vous en ai parlé en podcast d'ailleurs. C'était l'épisode précédent de ce podcast, l'épisode 5. Donc il y avait Caro, Nico et Christelle qui se sont ajoutés. Et puis aussi, et surtout, j'ai envie de dire quand même, ma sœur, Virginie. Et donc, comme je vous l'avais dit, ma sœur, en fait, elle courait... Enfin, je crois que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit, non. Je vous parlais de mon frère en début d'épisode. Mais en fait, ma sœur était, il me semble, historiquement, dans la fratrie. On est 2 garçons et une fille, donc. C'est elle qui a couru en premier dans sa vie et qui s'est mise à la course à pied. Alors pareil, elle fait surtout des footings. Elle fait beaucoup de courses sur tapis. Pareil, je ne sais pas quel est l'impact de ça. À mon avis, c'est moins varié que de faire de la course autour de chez soi et moins intéressant de mon point de vue de courir sur tapis, mais elle fait comme elle peut et comme elle veut surtout. Et bref, voilà, là c'était la première course de cette envergure qu'on faisait ensemble. On avait déjà fait des courses ensemble sur Villefranche notamment, mais là elle était venue avec nous faire Marseille-Cassis. C'était sa première édition, c'était leur première édition à tous les autres aussi, hormis Mika, Yannick et moi. Et donc là, nouveau groupe, nouvelle synergie un petit peu. Si je me rappelle bien, cette année-là, je logeais avec mon frère et les autres logeaient à des endroits différents. Ma sœur était à l'hôtel où on logeait d'habitude à Cassis et Mika, il logeait avec sa famille aussi dans un autre appart. Donc on était tous un peu éparpillés. Mais voilà, il y avait toute une nouvelle synergie de faire ça ensemble. Donc là, on était bien sortis du Covid, c'était une nouvelle, c'était une nouvelle édition plus classique. Enfin, il n'y avait pas la même pression qu'il pouvait y avoir en 2021 ou le même retour, même juste au plaisir de 2021. Les conditions, je vois le titre sur mon activité Strava, Marseille-Cassis 2022, 2 points, le retour de la chaleur. Et ok, il a dû faire très chaud cette année-là. Alors, je suis étonné, j'avais oublié, mais on repasse dans le vélodrome cette année-là, puisque j'ai un petit bout de vidéo
que je vous montrerai si vous regardez ça sur YouTube. Et donc ouais, il a fait chaud cette année-là, de nouveau. Mais ce qui était cool, donc, c'est qu'on était tout un groupe avec certaines nouvelles têtes. Nous, avec mon frère et Mika, on était les habitués un peu. C'était notre 4e édition, donc on était contents. Bon, j'avais les mêmes équipements que d'habitude. Cette fois, j'avais pas fait l'erreur de mettre des manches courtes. De mettre des manches longues, enfin de mettre une sous-couche. Mais le problème, c'est que il faisait chaud de nouveau, de façon plus prononcée cette année-là, donc pas si facile. Et cette fois-ci, j'ai pas voulu la faire en vidéo parce que je revenais de mon bras cassé, j'avais eu plein d'autres vidéos à faire de toute façon, je pense, et que cette année-là, je voulais me concentrer sur la course et retour au sport, retour à la course à pied aussi, après m'être beaucoup focalisé sur le vélo, le bikepacking et le gravel. Je voulais revenir à de la course à pied et cette course-là, même si ça a été un échec, on en reparle dans quelques instants, enfin un échec relatif, vous allez voir, j'estimais que c'était un pied à l'étrier, de nouveau, sur la course à pied. Et après, c'est de là qu'est né, du coup, tous les enchaînements d'objectifs que j'ai fait jusqu'à moitié 2023. Pour toute cette histoire-là, je vous renvoie à de précédents podcasts et à mes précédentes vidéos sur ma chaîne. Il y a eu beaucoup d'objectifs en 2023 et fin 2022. Il y a une vidéo qui le résume aussi, c'est la vidéo de fin 2023, où je résume l'année en fait, et où on voit un peu la progression sportive que j'ai eue, assez fulgurante. Et bref, Marseille-Cassis 2022, ça a été ce premier pied à l'étrier après ma fracture au bras, qui m'a remis dans la course à pied comme j'avais pas fait depuis le Covid, justement. Même si, du coup, cette édition Marseille-Cassis a été un petit échec. Le chrono de cette activité-là, 20,29 km toujours, et 2h0000 sur Strava. Donc j'ai mis 2 heures pour ce Marseille-Cassis. C'était malheureusement pour moi ma limite maximale que j'étais prêt à accepter. Avec tout le contexte précédent, mon bras cassé, etc. Je m'étais dit 2 heures, j'accepterais pas de faire plus de 2 heures. Et je sais qu'on a tous nos objectifs individuels et qu'on n'est pas là pour juger les objectifs des autres. Il y en a qui font 2h15 et c'est très bien pour eux. Ma sœur a mis plus de 2 heures mais elle était contente quand même. Bref, moi ma limite c'était 2 heures et je crois que mon chrono officiel est de 1h59 minutes et 57 secondes. J'y tiens parce que c'était 3 secondes qui comptaient pour moi. Et j'étais déçu, j'étais déçu de moi, mais bon, je pouvais pas m'en vouloir non plus avec ce qui m'était arrivé avant et voilà, les conditions dans lesquelles j'avais repris un plan d'entraînement. Donc, déçu de cette performance. En termes de classement, j'étais 8730 à peu près sur 18 000. Donc, on retrouvait 18 000 coureurs là, en termes de total de participation. On remarque que de nouveau, il faisait beau cette année-là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plus de monde, je pense. Et que là, on était un peu plus éloigné du Covid aussi. Donc, c'était un retour un peu plus franc à la course à pied, sans doute. Et bref, là, j'arrondis beaucoup, j'étais à 9000 sur 18 000. Bon, j'étais 8700 sur 18 000, donc là, j'étais sur la moitié du classement de nouveau. Pas très satisfait de moi, malheureusement. C'est les aléas et j'ai essayé de... Je me suis pas trop pris la tête que ça. Sur mon activité Strava, j'ai noté on garde un rythme constant en perdant 3 à 4 minutes sur le chrono d'année en année. Donc c'était devenu mon habitude, c'est-à-dire que chaque nouvelle édition de Marseille-Cassis, j'essaye de faire un truc bien et je perds des minutes à mon chrono final. Mais ce qui était chouette, c'est qu'il y avait la famille en bas de la descente sur Cassis qui était là et ce moment-là était super chouette. Il y a une très belle photo que j'aime beaucoup de moi à ce moment-là, grand sourire et tout. La photo finish aussi avec tout le groupe où on a nos médailles, voilà. Médaille médaille en bois aussi, me semble. Alors on la voit pas précisément, en fait, on la voit, mais ce qu'on voit c'est c'est con. C'est le socle. Enfin, c'est le socle. C'est le papier qui est par-dessus. Et en fait, dans ce papier-là, il y a des graines. Donc, je vous mettrai une photo de la médaille de 2022 aussi, avec toutes les autres, qui se décompose en 2 parties. Donc, une médaille en bois, très classique aussi, moins jolie, je trouve, que celle d'avant. Donc là, en l'occurrence, je trouvais la médaille un peu banale, pour le coup. Et on nous avait mis par-dessus un filtre, un papier, un truc qui contient des graines qu'on peut planter. Je sais pas ce que ça contient d'ailleurs, mais voilà, je les ai jamais plantées, je les ai gardées là, elles sont sur la médaille toujours. C'est un peu particulier, c'est dans une tendance écologique, ce qu'on peut louer, mais c'est vrai que c'est pas la médaille, c'est pas une des médailles que je préfère, loin de là. Après, je fais pas la course pour la médaille spécialement, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas, déception sur cette course-là, cette année-là.
Déception qui n'a pas été cachée, mais en même temps qui a été assez bien relativisée de ma part, parce que, encore une fois, et je vais arrêter là-dessus, mais je sortais de ma fracture et voilà, de conditions pas très très faciles. Malgré tout, malgré les difficultés d'année en année et la régression progressive, j'étais très content de faire cette course à chaque fois. En l'occurrence, en 2022, j'étais très content parce qu'on a pu faire un vrai bon week-end de plusieurs jours autour de la course, et surtout après la course en fait. On est resté quelques jours à Cassis avec mon frère, et c'était très très cool. Avec mes nièces et tout, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Il y avait mes parents aussi qui eux étaient au camping, donc voilà, c'était chouette de les avoir là. Donc voilà, c'est des moments où c'est bien aussi d'être en famille. Donc c'est cool de pouvoir profiter de ce cadre-là. En plus, Cassis c'est très joli. Enfin, j'en ai pas parlé en détail, mais le port de Cassis, les calanques autour qu'on peut visiter, voilà, c'est vraiment chouette. Donc si je recommande un truc, c'est de pouvoir faire Marseille-Cassis avec des jours après la course pour pouvoir profiter un peu, si on a la chance qu'il fasse beau. Ce qui est quand même généralement le cas, bon on verra cette année. Donc c'était mes 4 éditions de Marseille-Cassis, puisque 2023, je n'en ai pas fait. J'ai pas fait la course, parce que 2023, je m'étais dit, je vais pas la faire. Cette année, je la fais pas, on s'était dit ça. Je crois qu'en termes de jours, ça coïncidait pas forcément avec le jour férié, puisque généralement, il y a le 31 octobre, autour de la Toussaint, qui tombe pas loin de la course. Enfin, c'est la course qui tombe pas loin de ça, le dernier week-end d'octobre. Donc cette année-là, je crois pas que ça tombait spécialement, et puis surtout on s'était dit qu'on la faisait pas. Mais par contre, ma sœur s'était réinscrite directement, elle, donc dès qu'elle avait pu. Et donc 2023, il y a eu quand même un représentant de la famille, c'était ma sœur, donc qui est allée faire la course. C'était la seule. Alors elle n'est pas allée toute seule là-bas, il y avait mes parents qui ont accompagné, je crois bien, puisqu'eux ils ont un camping-car, donc ils peuvent aller au camping à Cassis, se faire quelques jours, donc ils partent quelques jours avant pour aller là-bas tranquillement, et voilà, ils passent le séjour là-bas. Et puis elle avait des amis, elle avait des gens avec elle aussi, donc ils ont bien pu profiter ensemble. Et c'est vrai que j'aurais bien pu aller la soutenir, mais à ce moment-là, je crois que j'avais un déménagement ou j'avais autre chose. Mais non, ouais, je sais pas ce que j'avais à ce moment-là, mais surtout, quelques jours après, je faisais mon embolie pulmonaire. Entre le 31 octobre et le 1er novembre, je faisais dans cette nuit-là mon embolie pulmonaire. Donc... pas génial, c'était 2-3 jours après Marseille-Cassis, qui a dû avoir lieu le 29 octobre 2023. Je crois que sur cette édition-là, ma sœur a fait moins bien qu'en 2022, donc pas très satisfaite d'elle, mais elle n'a pas suivi un plan très 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 sérieux, je crois. Elle n'a pas cherché spécialement plus, donc faut pas trop s'étonner non plus. Mais voilà, elle était un petit peu déçue, je crois. Mais elle a dit qu'elle la referait sans doute, parce qu'elle a vraiment aussi adoré la course, comme moi la première année, quand elle l'a fait avec nous la première fois. Voilà, écoutez, on commence à avoir fait un bel enregistrement pour ce podcast, donc maintenant que je vous ai parlé de mes 4 éditions de Marseille-Cassis, il faut parler de la 5e. Alors la 5e, je vais recontextualiser un peu parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de tout. Je vais aller quand même assez vite, je vais pas aller dans le détail parce que j'en parle dans mes précédents épisodes de podcast, dans mes vidéos récentes aussi. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo de la course à Agen, les foulées du Petit Bleu, où j'en parle un petit peu de Marseille-Cassis, mais vite fait. Pour savoir un peu dans quel contexte je suis dans les jours récents, là, donc on est toujours en septembre au moment où j'enregistre, et comment j'aborde la course cette année. Donc ce qu'il faut savoir, pour contextualiser rapidement, c'est que j'ai fait une embolie pulmonaire, je vous en parle depuis quelques temps, octobre-novembre 2023. Ça a fait suite à... ça a fait suite à quoi ? Je ne sais pas, c'est un accident en fait, l'embolie pulmonaire, plus ou moins. J'ai toujours pas de cause identifiée à ça, je vais pas en revenir en détail, pareil, j'en parle dans d'autres épisodes. Mais ça fait suite surtout à une première partie d'année 2023 qui a été très prolifique pour moi sportivement parlant, qui a été sans doute un peu trop exigeante sur certains aspects psychologiques, notamment, parce qu'en fait tous ces objectifs m'ont beaucoup chargé mentalement. Ensuite j'ai lâché un peu la bride, j'ai voulu lâcher la bride sur les objectifs sportifs, mais j'ai continué à courir énormément, et je suis allé je sais pas si c'est lié à l'embolie ou pas, mais bon bref, je suis allé jusqu'à courir beaucoup trop pour ma propre santé, mentale, physique, un peu des deux, je sais pas. Et bref, j'ai eu une saturation, et l'embolie est arrivée là pour signifier une saturation de façon très nette, on va dire. Et donc, après ça, j'ai beaucoup perdu confiance en moi, et ça a été dur de revenir à de la course à pied saine pour ma tête.
Et donc j'ai passé du temps à batailler avec moi-même pour essayer de trouver du plaisir dans la course à pied. Donc j'ai continué à essayer de reprendre. J'étais dégoûté après mon embolie de reprendre la course à pied, mais mal, enfin d'avoir eu une forme physique qui a baissé drastiquement, alors que c'est parfaitement logique, mais bon, je suis pas non plus retombé en morbidité totale, mais bon, bref. J'ai perdu confiance en moi aussi, j'ai perdu l'envie un peu, j'ai perdu plein de choses, et donc ça a été difficile, mais j'ai fini par revenir récemment, ces derniers mois, à un certain niveau de confiance, à un certain niveau surtout de plaisir de courir, de faire du sport et de me sentir bien dans ma pratique et d'avoir une forme physique qui quand même revient. J'arrive de nouveau à faire des entraînements de qualité, tout ce genre de choses. Donc l'objectif principal cette année, ce sera pas un chrono, largement pas. Même si je fais plus de 2 heures, alors c'est facile de dire ça mi-septembre, on verra à l'approche de la course, on verra le jour où je vous ferai la vidéo, parce qu'il y aura une vidéo de la course cette année, ça fait partie des objectifs. Mais voilà, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais voilà, je veux pas prioriser le chrono cette année, même si je dois faire plus de 2 heures, tant pis. C'est vrai que ça me ferait chier encore une fois de perdre du terrain encore sur mon chrono. Ça serait dans la tendance des autres années, hein, ça serait parfaitement logique, mais je me dis qu'au bout d'un moment, je file vers des temps que je devrais, enfin, ça devrait pas être une courbe parfaitement droite, parfaitement linéaire. Il y a un moment où je devrais arriver à aplatir la courbe et faire des chronos qui sont pas si éloignés à chaque fois d'année en année. Donc j'aimerais quand même arriver à inverser la tendance cette année. Si je peux faire moins de 2 heures, ce serait quand même bien. Ce serait très bien. Et qui sait, je peux peut-être faire un chrono qui va me paraître dingue. Je sais pas à quel point ma forme va être bien d'ici là. Il me reste 1 mois et demi au moment où j'enregistre, même pas. Je sais que je peux faire quelque chose de bien. Je sais que j'ai la capacité de m'entraîner comme il faut. Je vais pas suivre un plan spécialement. Là, je suis dans un timing un peu similaire à 2022 et mon bras cassé, mais cette fois-ci, j'ai pas le bras cassé et j'ai prouvé que j'avais une forme physique qui pouvait être là, qui pouvait être présente. J'ai fait 49 minutes et 11 secondes sur mon 10 km à Agen. Je sais que j'ai une forme physique qui est capable de faire quelque chose. Bref, on verra bien. Dans tous les cas, l'objectif principal cette année, c'est le plaisir. Le plaisir sous plusieurs formes. Le plaisir déjà de faire la course, d'être à Marseille, d'être à Cassis, d'être avec mes parents aussi. Parce que cette année, donc, l'inscription, je l'ai faite quand j'étais en Floride, en février dernier. Donc, c'est-à-dire en voyage avec mon frère. Et je me suis inscrit sur liste d'attente. Parce que je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'étaient les inscriptions précisément. Mais en gros, on les a loupées. Voilà, je me suis inscrit sur liste d'attente en février. Mon frère s'est inscrit quelques jours plus tard, peut-être à notre retour de Floride. Donc quelques jours plus tard. Mais le problème, c'est que ça va très vite, les inscriptions. Et quand tu es sur liste d'attente à Marseille-Cassis, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent aussi. Moi, en gros, je me suis inscrit relativement tôt, je pense. Ce qui m'a permis d'avoir un dossard entre début et mi-septembre. C'est pas si loin avant la course. Et mon frère, lui, il a, à l'heure où je vous parle, il a encore 3500 et quelques, je crois. Donc il y a 3500 personnes devant lui dans la liste d'attente. Très honnêtement, vu le rythme actuel, je pense qu'il n'aura pas de dossard. Il y a une chance qu'il en ait un, mais ça paraît compliqué. Donc s'il a un dossard, il viendra. S'il n'en a pas, ben, il ne sera pas là. Et donc, s'il n'a pas de dossard, je serai le seul de la famille à venir. Je serai le seul de mon entourage à faire la course. Donc je serai tout seul sur cette édition. Je serai dans la situation de ma sœur l'année dernière. Mais pareil, je serai accompagné puisqu'il y aura, à l'heure actuelle, les seules personnes prévues, c'est mes parents qui vont m'accompagner. L'idée, c'est de se faire plaisir sur ce week-end-là, de prendre du plaisir sur la course, de réaliser la chance que j'ai d'être là encore une fois. C'est exactement la même philosophie en 2022 après m'être cassé le bras. C'était j'ai de la chance d'être là, d'être encore sportif, de pouvoir avoir une certaine forme. C'est exactement la même philosophie cette année, sauf qu'elle est peut-être un peu plus amère, parce que, enfin, la philosophie, elle vient d'un truc plus amer, parce que là, j'ai quand même frôlé quelque chose de plus sérieux en termes de pépins de santé. C'était quelque chose de plus sérieux, qui fait plus peur déjà, que juste un bras cassé, j'ai envie de dire. Un bras cassé, ça se ressoude. Une embolie pulmonaire, c'est déjà plus sévère, surtout sur le moment. A priori, t'en ressors bien, moi j'en ressors bien quand même. Je ne sais pas quel est encore l'impact sur mon poumon, il faudrait que je fasse... Je veux demander à faire une analyse de mon poumon pour voir s'il y a des séquelles nettes, des séquelles nettes sur mon poumon qui sont peut-être irréversibles, même si j'ai pas de mauvaises sensations. Mais bref, voilà, tout ça c'est dans cette mouvance-là.
L'objectif aussi, donc, c'est de vous faire une vidéo cette année. Donc j'ai essayé de me refaire la main ces derniers temps avec quelques petites vidéos et notamment les foulées à Agen qui se sont bien passées. J'ai bien pu filmer. Cette fois, je pense pas prendre le harnais sur la poitrine. Je vais avoir la caméra à la volée sur moi, ce qui marche quasiment tout aussi bien. Ça exige juste de la ranger et la prendre dans la main plus souvent, mais je trouve que c'est mieux finalement parce que je maîtrise le cadrage de bout en bout, c'est moi qui filme quand je veux et je me contente pas de filmer de temps en temps avec le harnais pendant que je cours, ce qui donne pas des images ultra intéressantes forcément, c'est plutôt du remplissage facile. Là je vais filmer, je vais essayer de vous faire ça bien, en espérant qu'il y ait un beau temps pour pouvoir avoir des bonnes conditions, parce que si c'est sous la pluie c'est très chiant d'avoir la caméra et tout ça, et d'avoir des images propres quoi. Ça on verra bien. L'objectif secondaire, ce sera sûrement d'essayer de faire moins de 2 heures. Ce serait genre un objectif tertiaire, ou enfin troisième objectif, je sais pas comment on dit. Genre l'objectif principal, ce serait de prendre du plaisir, déjà, voilà, de prendre du plaisir à faire cette course. Deuxième objectif, d'arriver à faire une vidéo. Et puis le troisième objectif, ce serait, c'est pour ça que je veux le mettre en troisième, après les autres. Si je fais moins de 2 heures, c'est vraiment top. Mais c'est pas grave si je fais plus de 2 heures. C'est surtout ça que je veux me dire. C'est que c'était ma limite en 2022, ma limite extrême. Et j'étais très déçu d'être à cheval dessus, quoi. Là, j'ai pas envie de me dire, t'es super déçu si tu fais plus de 2 heures. Évidemment, il y aura un petit bout de déception, je pourrais pas m'en cacher, mais je veux pas qu'elle soit aussi prononcée que ce qu'elle aurait pu l'être les années d'avant. Donc voilà, pour Marseille-Cassis, je sais pas si j'ai grand chose de plus à vous dire. En fait, j'ai beaucoup parlé. Ça, c'est sûr, quand je vois les chiffres sur mon enregistrement, là. Bon, je vais pas parler de tous les aspects. C'est vrai que j'ai survolé certaines choses. En fait, par exemple, les ravitaillements. J'ai pas parlé du tout des ravitaillements et de ma stratégie sur les années. Je peux faire ça pour essayer de finir, parce que c'est un truc que je me rends compte que j'ai oublié, en fait. Et peut-être qu'il y a d'autres choses. Après, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions sur YouTube ou dans le podcast, éventuellement, si c'est possible. Il y a des années très différentes en termes de nutrition. En fait, je me souviens très bien de la première année, celle où j'ai le mieux réussi. En fait, je crois que j'avais rien sur moi, rien du tout, ni eau, ni barre, ni quoi que ce soit. Je prenais les ravitaux qui sont donc disposés aux 5, 10, 15 km et qui sont très complets parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des fruits, des trucs sucrés, des gâteaux, des tucs. Je crois qu'il y a des morceaux de chocolat, voilà, il y a de l'eau, il y a peut-être même du coca, des jus de fruits. Je sais plus exactement. Et bref, cette année-là, je me souviens que je crois que à chaque ravito, je prenais à manger, il me semble. Et en fait, même dès le premier, il me semble me souvenir que j'avais pris un tuc, un morceau de chocolat, j'avais fourré ça dans ma bouche, j'avais pris une bouteille d'eau ou un verre, je sais plus comment ça marchait, et je mâchais mon truc en repartant, en courant, un petit peu à un bon rythme, en n'arrivant pas bien à respirer, parce que j'avais tout dans la bouche à l'arrache. Je respirais très fort par le nez, je sais pas comment j'arrivais à gérer ma respiration et ma course en même temps, en mettant un tuc bien sec et un morceau de chocolat noir. J'avais fait ça comme ça, j'avais beaucoup mangé, il me semble, sur les ravitaux. C'est l'impression qu'il me semble avoir gardé. Et ça avait bien marché, visiblement, parce que j'avais vraiment défoncé la course, d'un point de vue personnel. Et les années suivantes, c'est plus compliqué. À chaque fois, je me prenais un peu la tête, comme je l'ai fait au fil des années. Je pense que les années suivantes, je prenais pas spécialement du ravitaillement de la course. J'avais au moins ma propre eau sur moi, à chaque fois, je pense. Et j'avais sûrement de quoi grignoter peut-être, mais je devais pas prendre grand-chose, à mon avis. C'est dur à dire, j'arrive pas à me souvenir. Sur l'édition 2021, on me voit pas faire de ravito sur la vidéo. On me voit pas manger spécialement, je crois. Sur l'édition 2019 où il a fait chaud, je pense que j'ai essayé de boire. Je pense que je me suis fait arroser, parce qu'il y a des gens qui t'arrosent un peu sur le parcours de temps en temps, des habitants, avec leurs tuyaux d'arrosage. Ça fait plaisir. Je crois avoir essayé de boire un peu, mais peut-être pas assez. J'aurais dû m'arroser plus sur l'édition 2022 où il a fait chaud. Je crois que c'est un truc que je m'étais rendu compte que j'avais pas fait. Il y a d'autres éditions d'autres courses où j'ai pas fait ça aussi. Et c'est un truc à pas négliger. Juste s'arroser si on peut, c'est bien. Ça permet de se refroidir. Et en termes de nutrition, 2022, j'ai pas de souvenirs spécialement, je sais pas vous dire. Je pense que c'est un aspect que j'ai négligé sur beaucoup de courses, la nutrition. L'entraînement aussi à la nutrition, justement. C'est pas que le jour de la course qu'il faut s'entraîner à manger. Il faut habituer son estomac à consommer notamment des glucides.
Il y a Running Addict qui insiste beaucoup là-dessus dans la communauté YouTube, enfin des entraîneurs sur internet. Et voilà, bref, ça c'est un truc que j'ai négligé. Cette année, je vais essayer de m'alimenter pendant la course, sans doute. Hop, la petite batterie du PC que vous avez dû entendre, qui est faible. Je vais essayer de faire ça bien cette année, mais sans trop me prendre la tête non plus. Mais je vais essayer de cocher le maximum de cases avant la course. Voilà, écoutez, la suite, elle va appartenir au futur actuel, c'est-à-dire que ce sera la course, ce sera la vidéo qui va en résulter, je l'espère, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo pour raison X ou Y, auquel cas je ferai peut-être un petit débrief en vidéo ou en podcast, qui j'espère sera plus court que cet épisode. Et donc, ça m'amène à la fin, parce que là, on est sur un épisode très long. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir mon contenu sur YouTube, Yo-Yo la frite. Je suis aussi présent sur Facebook et Instagram pour des contenus un peu plus variés que simplement la course à pied ou le vélo ou le sport en général. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me suggérer d'autres épisodes si vous voulez que je parle d'autres courses peut-être plus en détail aussi. Si peut-être vous trouvez cet épisode trop long ou si vous aimez ça. Que dire de plus ? Qu'on se revoit sans doute à Marseille-Cassis, peut-être en physique d'ailleurs si vous êtes sur la course, on ne sait jamais. Sinon on se reverra autour de la vidéo sans doute. Merci d'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et ou regardé sur YouTube. N'hésitez pas à écouter mes autres podcasts, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des pouces, des commentaires, des notes sur le podcast et sur mes vidéos. Merci encore, je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter de bien dans la vie et surtout n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao!